commentateur à RDS, fighter de MMA, UFC, 34 combats. Pat Conte-Mitchell! J'ai affronté des Anderson Silva, des Cowboy Cerrone, des Stephen Thompson. C'est fou, t'as affronté Wonderboy. Ouais, Wonderboy, UFC 178. Ouais, t'as un nasty chin, man. Tombe pas, toi, hein? Chris de Tu sais, dans la vie, je chin. suis capable d'encaisser pas mal. Tu sais, moi, je suis rentré au UFC contre Tito Ortiz. Je cherchais quelqu'un pour le remplacer. Personne n'était assez cave pour dire, ouais, 4 jours d'avis d'affronter Tito Ortiz. Mais toi, oui. Bon. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu de bonnes relations avec Dana White. J'ai son numéro de téléphone, j'ai le texte, il va me répondre. C'est fucké, ce monde-là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre. Tu sais, tu devais avoir un démon. Si je perds contre un Canadien, je me suicide. Tu t'es-tu déjà battu dans la rue, genre d'un base? Non, il y a du monde qui me touche les oreilles sans me le dire. Là, ils se rapprochent, puis là, ils se disent qu'ils sont invaincus dans la rue, puis là, ils crachent dans la face. Ça arrive. Puis Georges, parce qu'on a fait souvent le party ensemble. Georges, il pétait la face un peu, quoi. Quand le Bruce Buffer sort, puis il ferme la porte, t'es juste toi et l'autre avec l'arbitre, là, tu dis, oh, Chris, là, c'est là. C'est on, là. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un pipi. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. C'est comme quand tu joues aux jeux vidéo, là, t'as une barre de puissance, là. T'as un coup de pied dans les jambes, ça descend. Dans le jeu de UFC? Non, mais tu sais, dans le jeu de fight, là. Ok, Quand tu joues à c'est n'importe quel ça, jeu de fight, là, t'as une barre de puissance, quand tu te fais toucher, là. Coup de pied dans les jambes, c'est ça que ça fait. Mais tu sais, C'est rare, ça. Connor, là, quand Poirier l'a battu, c'était genre des coups de pied sur le tibia, là, pis il avait bien mal. Peux-tu m'en faire un? Genre, je veux voir qu'est-ce que ça fait. Genre, tu sais, il y a. Il est courageux, C'est man. encore pire, parce que Ça ici, fait c'est un taper, nerf. ça. Ça, c'est le nerf péronien. Tu peux? Oublie ça. Hey! Hey, non, essaye-là, tu le sens pour vrai. C'est parce qu'après, tu peux continuer à faire ça. Tu fais ça? Ça, je te dirais, c'est à peu près 25%. Ah ouais, ça part. Tu regarde, je l'ai frappé avec ça. Ouais, Avec le pied, là, ça va faire ça de même, ça fera Ça pas fait faire. rien. Quand t'entends pas le bruit, c'est là que tu te dis. C'est là que ça. Quand toi tu donnes des coups de pied dans les tibias, ça te fait mal à toi aussi sûrement. Ça dépend si le gars bloque, oui. Ah ouais, Comment tu bloques, hein? Ouais, c'est ça. Tu bloques tout le temps, t'as tout le temps de bloquer vers l'extérieur. Fait que tu sais, maintenant, je te donne un coup, là, tu bloques vers l'extérieur, puis tu bloques. Tu sais, tu frappes avec ça, puis tu bloques avec ça. Fait que tu tombes, puis tu lèves tes orteils. Fait que vas-y, man, toi. Ouais, tu bloques avec ça. Juste, tu bloques avec ça ici. C'est avec ça que tu bloques. Ça a l'air le fun, bloquer. Hey, c'est pas Il y fort! a plus mal que quand il bloque pas. Oh non, c'est genre 2%! Vas-y, vas-y. Ok, Mais non, mais je suis prêt. Ah! Ça, c'est assez, là. Ah, c'est hot, la UFC. ça, tu le sens, je le comprends. Ah ouais. Moi, je suis plus habitué de kicker là, mais quand tu pognes là, cette douleur-là, elle va partir à un moment donné. Celle-là, elle partira pas. Ok, Ça peut shut down ton Ouais. pied aussi, hein. Ah ouais, exact. Ton pied vient pareil. Ouais, Man, un skate ça fait mal sur le tibia, imagine un coup de pied. là. J'ai bloqué, ça a fait. Ah, vas-y, vas-y. Ben, il dit que c'est dangereux. Non, puis ben, je te le conseille pas. S'il dit que c'est dangereux. Je peux le faire. Ben non, oui, non. Mec, c'est croque, c'est ça. C'est filmé après le podcast, mais c'est vraiment un bon podcast. On a parlé du UFC tout le long. C'est notre passion à l'UFC. Checkez le podcast au complet. C'est le meilleur podcast. Let's fucking go, gang! Fait que t'es rendu complètement à Montréal, mon friend? Rendu complètement à Montréal, mon coco, je suis allé au Pichnic électronique. Ouais, ben c'est ça, je voulais qu'on parle. On est allé voir Fisher, man. C'était le show, je pense, de l'été à voir au Pichnic électronique. J'avais jamais été là. Puis, c'était sold out en 4 jours, ça a l'air. Tout le monde cherchait des billets, puis c'était pas trouvable parce que tout le monde voulait aller là. Ouais, gros event. Ouais, Pique-Nique électronique, c'est une place sur l'île Jean-Drapeau. Puis, c'est des DJ, de l'électro-musique. Ouais, ça avait l'air hot, j'aurais aimé ça être là, mais vu que je suis en amour site, j'ai préféré faire un petit date, on est allé au resto, on a fait un petit verre, c'était cool, man. Exactement. Finalement, j'ai trouvé des billets, puis j'étais allé avec Jay. Puis, man, c'était sold out. Il y avait du monde en tabarnak, puis... Pendant la soirée, Jay m'avait dit que Carnorm allait être là. Ben là, c'est ça que je voulais qu'on parle. J'ai entendu dire parce que c'est ça, Cadnorm allait être là.
Pourquoi on parle de ça, hein? Parce que c'était incroyable. Non, il y avait rien d'incroyable. Non, c'est parce que t'étais pas là, je veux te le compter, je te l'ai pas. Tu me l'as compté? Ah, c'est parce que j'ai pas compté. Moi, au je sais beau-frère, pas. C'est ça. Ouais, je sais pas. Là, on était une gang de 7. Fait que là, je décide pendant le show, c'était jam-pack. Puis, man, il faisait chaud, on avait soif. Je vais aller acheter de l'alcool. Fait que là, je m'en vais. Je laisse le groupe, puis je m'en vais chercher de l'alcool, genre au bar. Je me pogne 7 bières, 7 shooters. Je voulais qu'on soit tous chauds. Je pars avec ça. Là, je suis dans la foule, genre un crate, un plateau, avec les 7 bières, les 7 shots. Là, je me fais escorter dans la foule par une grande fille de genre 6 pieds 6, man. Elle dit, moi, je vais le faire ton chemin. Elle m'a fait mon chemin. Là, de m'amener, je tombe face à face avec Cat Norm. Oh yeah. Je suis Cat Norm, tasse-toi. Elle s'en vire vers moi. Elle fait un esti de face de marde. Elle pogne un shooter dans le plateau. Tous ses amis se revirent. Des shooters! Ils prennent tout un shot. Je prends le dernier. Je fais un shot. Elle me regarde. Elle me fait fuck you. Elle sourit. Puis je suis parti. C'est mon ex en passant pour ceux qui savent. C'est quand même un cool move de Cat Norm. Elle a volé tes shots. Elle méritait, parce que ceux qui savent pas, on a sorti un podcast avec elle qui est exclusif sur Patreon. Puis il a fallu faire du montage parce qu'on tombait dans le personnel. Puis elle méritait son shot, là. Je veux dire, tu la ramassais. Ouais, c'était. Mais t'en ramassais pas, mais. Non, mais c'est ça qui est fucké quand on reçoit quelqu'un avec qui on a de l'histoire puis qu'on connaît, c'est que ça peut rapidement aller genre plus personnel qu'une discussion normale avec un invité qu'on n'a jamais rencontré. Puis là, pour les auditeurs, des fois, ça peut avoir l'air cru. Là. Mais c'est ça, c'est que les questions ils étaient bonnes. C'est juste quelqu'un qui prend ça hors de contexte. Ça fait genre tabarnak, Frank qui est direct, mais comme. Quand ça fait 2 ans que tu la connais puis genre vous avez une relation, c'est des questions qui pourraient se poser dans une conversation. Mais là, on met ça sur Internet. Non, ça pour dire, elle méritait son shot quand même. Ouais, fait que c'était fucké en tabarnak, man. Ouais, mais ça avait l'air tel pique-nique. Je l'ai pas vu, moi. Mais... Ben oui! Ben je l'ai vu dans. Hey, big, je l'ai vu au loin dans la foule. Mais sinon je l'ai pas vu. Man, elle passait à côté de moi puis elle sortit de la foule une année, là, Big. Elle a passé là, à une personne de tomber sur nous autres. On s'est reviré, elle est passée, man. Ouais, mais je me suis reviré, je voulais pas qu'elle. Comme dans du beurre. Je voulais pas, là. Je voulais pas. Je comprends, man. On est rendu sur le grain de ce site. Moi, puis John, on a commencé à s'entraîner. On mange du fit menu. On fait attention à nos affaires. Comment tu te sens, toi? Ça va bien, man. Genre, justement, je viens de faire un thread parce qu'on est bien actifs là-dessus en ce moment. Puis, justement, je viens d'écrire un matin que, c'est drôle. C'est en site, je brossais, je commençais à être dépressif, je recommence à m'entraîner, je recommence à bien me sentir. Je pense vraiment que l'entraînement, c'est le premier step pour, comme, changer sa vie. Honnêtement. Quelqu'un qui fait le pas bien, qui commence par t'entraîner, puis je te dis après ça, tu vas te sentir mieux. Ouais. En parlant de shape, je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité. Il a une force mentale assez particulière. Oui. On a hâte d'en parler. Il a été commentateur à RDS, fighter de MMA, UFC. On va démêler ça pour ceux qui savent pas trop. 34 combats. Il s'est battu contre le légendaire Anderson Silva. Silva. Je suis presque dans le crew. Mesdames et messieurs. Contre Cowboy. Ah ouais, Cowboy. Lui, attends, c'est quoi son nom? Et Donald Cerrone. Tito Ortiz aussi, c'est un calice. Calice. Bon, ben, on va parler de ça avec Pat Conte Mitchum! Ouais, non. C'est chiant que pour t'annoncer, on a nommé tous les combats que t'as perdus. Hein? On a juste. C'est pété, c'est juste des défaites. Comment tu vas, mon Pat? Ça va bien, man. Ça va bien. Ben, merci de te prêter au jeu. Tu prends un break. Thank you bien de me recevoir, les boys. C'est bien cool. Grosse journée? Non, je suis titre. Ben, ça se passe comment une journée de Pat côté à la retraite? Ben, écoute, j'étais à la retraite de combat. Tout le temps, j'étais à la retraite d'avoir recevoir des coups de poing sur la tête. Là. Mais, tu sais, j'ai des business, j'ai des entreprises. Je continue à entraîner quelques personnes ici et là pour le fun, juste pour le plaisir. Sinon, ben, écoute, on prépare le show à RDS parce que je suis commentateur pour l'UFC. Ça fait 15 ans à cette heure. Fait qu'on prépare le show pour la fin de semaine. Hein. Fait que c'est une roue qui tourne de même. Très nice. Nous, on est des gros fans de UFC, là, fait que là, comme je te disais tantôt, hier, on écoutait tes combats, puis on était bien excités de te recevoir. Pour les gens qui sont un peu moins connaisseurs des sports de combat, tu pourrais faire un bref résumé de ta carrière, de qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière à Pat Côté? Ben, moi, j'ai commencé à faire des combats. Ça s'appelait des combats extrêmes dans ce temps-là. Ouais. Je veux dire, le monde pensait qu'on se battait dans un ring de barbelé avec des chaises. Là, il y avait un goût de hockey contre un portier, puis ça faisait des bons shows dans ce temps-là. Puis en 99-2000, commençait à faire des combats qui étaient
fucking underground, on va se le dire. C'était pas très reconnu comme aujourd'hui. Puis je commençais à faire des combats ici au Québec, au Canada. Je suis devenu champion canadien. Puis en 2004, l'UFC a appelé pour me donner un contrat. Puis j'ai resté au UFC jusqu'en 2010. Puis après ça, je me suis crissé dehors. Puis ils m'ont pendant 2 ans. Puis après ça, ils m'ont réengagé jusqu'en 2017. Ok, puis justement, si tu dis au début ça se battait, c'est genre un portier, tu sais, c'était pas connu, là, c'était tout le monde qui se battait, genre, fait que j'imagine l'incitatif financier devait pas être extrêmement là. C'est quoi la motivation d'aller te battre dans une cage? Ouais, c'est une passion. Écoute, même aujourd'hui, là, je veux dire, ceux qui vivent de ça aisément, il n'y en a pas tant que ça. Là. On s'entend, là, faut t'aimer ça vraiment. Là. C'est parce que tu sais que le monde au UFC, ceux qui font ceux qui se battent un combat pré-carte, ils vont faire les premiers combats, mettons, ils vont faire 10 000 plus 10 000. Tu doubles tout le temps la bourse quand tu gagnes. Okay. Mais même si tu gagnes, tu fais 20 000, tu enlèves 30% de taxes, 10% à ton gérant. Je dis, il te reste plus grand-chose pour vivre de temps à plein. C'est supposé être dans l'élite mondiale, puis t'as de la misère à arriver au bout de l'année. T'as-tu réussi à en vivre, toi? Ouais, ben moi, j'ai fait quand même des bonnes bourses. Dans ma carrière, j'ai vécu de ça, puis j'en vis encore aujourd'hui avec les placements que j'ai faits. Mais l'UFC, c'est tellement populaire, ces 3 lettres-là, que c'est monnayable à l'extérieur sans recevoir un coup de poing sur la gueule. Là, tu peux être commentateur à RDS. Être commentateur à RDS, avec les business aussi. UFC, être un UFC fighter, tout le monde sait c'est quoi UFC. Mais tu vas dire Bellator, qui est le rival principal de l'UFC. Tu vas dire champion du monde de Bellator. Tu vas dire, c'est le fun de ton passe-temps. ça va être ça. On dirait un nom de danse, le Bellator. Ouais, ben, regarde, c'est quasiment ça. Au début, ils ramassaient, on dirait, toutes les vidanges du UFC. L'UFC, ils sacraient le monde dehors, puis le Bellator, il signait tout. Fait que ça sont comme mis une réputation de ça. Là, mais il reste que. Il y a des fucking bons combattants là-dedans, puis c'est juste que ça n'a pas la même renommée que 3 lettres qui sont vraiment monnayables, là, ces 3 lettres-là. Hey, les oreilles, hein? Ah ouais? Il y en a. Non, ça, c'est T'entends-tu aussi bien? J'entends bien, mais il y a du monde qui me touche les oreilles sans me le dire. Ils sont de même à savoir, ils sont durs, je dis, ça plie quand plus. T'es sous, quand le monde sont sous au bord. Oh ouais, ben ils se rapprochent, puis là, ils se disent qu'ils sont invaincus dans la rue, puis là, ils veulent t'impressionner, puis là, ils te crachent dans la face. Ça arrive, ça. C'est vrai? Il y a du monde qui teste, genre, au bord. Non, mais tu sais, ils veulent me dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. T'sais. Ils sont invaincus dans la rue. Je pense que moi, je suis trop dangereux pour faire ça. Moi, tout, j'étais un tough, là, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un classique, ça. Puis tu reçois ça comment, toi? Ah, des fois. Non, je trouve ça drôle. Écoute, avant, il y a une dizaine d'années, il y en a qui s'essayaient. Mais à cette heure, justement, le monde reconnaît ses oreilles à cette heure. Fait qu'ils se tiennent un petit peu plus tranquille quand ils reconnaissent ses oreilles en chou-fleur, là même. Ouais, c'est ça. Tu le sais que lui, il a du rétant, là. Ouais, c'est ça. Non, moi, je ferais pas chier tes oreilles. Mais t'es-tu déjà battu dans la rue? Genre, d'un bar, ces affaires-là, c'était-tu. Genre, quand le monde te testait, comment tu réagissais à ça? T'es considéré comme un arme, non? Ouais, ben, exactement. Puis, tu sais, tout l'aspect monétaire au niveau des commanditaires. Tu perdrais aussi, tout, puis, là. Exactement. Fait que tu peux pas faire ça. Puis t'as raison. Admettons, même à un moment donné, dans mon quartier, il y avait une espèce de. À un moment donné, il y a eu un épisode qui avait bien des vols de chars. Puis le monde, il rentrait dans les garages des maisons. Il ouvrait les garages, puis il allait foutre le bordel dans les garages. Puis là, mon chum qui est pas là, j'ai dit, moi, mettons que je le pogne chez nous, j'ai dit, tu dois te fermer le garage, puis qu'il est passé genre 10 minutes avec. Là. Puis il dit, ben, oui et non, là, mais tu sais, c'est ça. Faut que tu aies l'intention juste de l'arrêter et non pas de le rendre infirme. De le défendre. Ouais, ben c'est ça. Mais rendu là. Tu crisses une brette dans la face pour te défendre, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ben, on est des gros... Genre, on est vraiment des gros fans de UFC. Là, Frank, il écoute un peu moins ça. Je pense qu'il aime bien ça. Mais là, il faut faire un rundown de genre ta carrière. C'est quoi les gros noms que tu t'es battu contre? C'est quoi, genre... Ça s'est passé comment? T'as quitté à UFC? Pourquoi? C'est parce que t'as trop perdu? Pourquoi t'es revenu? T'as été coach de The Ultimate Fighter, je me trompe pas. Ça, exact. c'est malade, là. Je l'ai fait aussi. J'ai été participant en 2006. Je l'ai coaché en 2013. Moi, je suis rentré au UFC contre Tito Ortiz, qui est comme... Ça n'a pas rapport, là, ce combat-là. Je n'étais pas supposé me battre contre lui. Puis 4 jours avant, son adversaire a eu une stroke. Là, puis il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Puis personne n'a dit oui. Personne n'était assez cave pour dire oui à 4 jours d'avis d'affronter Tito Ortiz. Mais toi, oui. À part nous autres. C'est ça. À part nous autres. Mais regarde, c'est cette décision-là qui a tout changé ma vie, changé ma carrière aussi. Mais
tous les gros noms, c'est le fun, là. Puis on en parlait tantôt, tous les gros noms que j'ai affrontés. J'ai affronté des Anderson Silva, des Cowboy Cerrone, des Stephen Thompson. C'est fou. T'as affronté Wonderboy? Ouais, Wonderboy, à UFC 178. J'ai perdu par décision partagée. Un super bon fight à OMGM à Las Vegas. C'est malade. Tu t'es pas fait knocker en 3 rondes par Stephen Thompson. Non. OK, wow, man. Ouais, c'est une mince consolation. Je me suis pas fait Non, mais c'est t'as quand pas même perdu fou, contre Silva réellement. Ben, tu sais. Bon, on saura jamais. Comment ça s'est pété ton genou? Parce qu'on a écouté un highlight sur YouTube hier, mais. Ils ont caché la blessure, ils l'ont enlevé. Ouais, ben écoute, j'ai glissé sur le logo du sponsor qui était. Number one Monster. sponsor. C'est un Monster. J'ai glissé sur le logo du Monster dans le milieu de l'octogone. Ma jambe est allée en hyper-extension. Mon genou, le ligament a pété là. Mais tu sais, je suis pas tombé là. J'ai résisté jusqu'à temps de rendre au 3e round. Puis entre le 2e et le 3e round, j'ai dit à mon coach, je dis, man, mon genou est fucked up. Là. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais pas. Moi, c'est dit lancer un Hail Mary, moi, c'est quelque chose. Puis quand j'ai essayé de rentrer à l'intérieur, j'ai mis tout le poids sur mon genou. J'ai senti mon tibia et mon genou venir à côté de l'autre. Puis je suis capable de continuer. Oh, c'est que ça donne des frissons dans le dos. Okay, c'est ça. C'est plate parce que je suis en train de jouer pour la Coupe Stanley. Mon sport, c'est ça. Ouais. Mon corps me laisse tomber tellement. Ouais, t'es sérieux, man? Mais c'est genre, tu te bats pour la Coupe Stanley, mais c'est pas un 4 de 7, là. C'est un combat. C'est ça qui est fou de la UFC. Puis tu sais, dans ce temps-là, Anderson Silva était comme intouchable. Là. C'était comme prime time invincible. Puis tu sais, ça allait bien. J'étais peut-être pas en train de gagner le combat, mais j'étais pas en train de le perdre non plus. Ça allait bien. T'avais pogné d'une coupe de shot, là? Ouais, mon menton m'a sauvé une coupe de fois. Ouais, t'as un nasty de chin, man! Tombes pas, toi, hein? Chris de Tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est pas une qualité que tu veux, mais dans ce que je faisais, là, je suis capable d'encaisser pas mal. Ben, t'en as quand même crissé une bonne, me semble, Silva, là. J'ai vu l'highlight. Un tibia puis un flying knee direct dans la tronche. Puis des fois, je m'ouvrais les yeux puis j'étais OK, j'étais encore là. Nice. Toi, t'avais le one punch power. Hein? C'est ça qui te gardait tout le temps. C'est ton right hand. Hein? Fait que c'est pour ça que je te dis que même si j'avais perdu les 4 premiers rounds, rendu au 5e, j'avais la chance de le knocker pareil. C'est ça, Clip comme fou. Mais bon, c'est pas à la arrivé, Pereira contre Izzy, leur premier combat dans l'UFC. C'est ça. J'ai vu récemment Sean Strickland, là, qui est un fighter de UFC, il a fait un podcast à Joe Rogan qui est en train d'être viral ces temps-ci. Là. Puis dans le podcast, il expliquait que lui, il a eu une enfance terrible, puis son fantasme c'était de tuer quelqu'un. Genre, c'est un fucké. Genre, il voulait tuer, puis ce qui l'a enlevé, ce fantasme-là, c'est de commencer à se battre, faire du sparring. Ça enlevait comme sa rage en dedans de lui. Puis moi, je suis curieux de savoir d'où ça vient de vouloir se battre de même. T'avais-tu ça en dedans de toi? T'avais-tu une genre de rage qu'il fallait que tu... Non, pas vraiment. Moi, je voulais être golfeur quand j'étais petit. Là. Pas vrai, okay, j'ai joué au golf assez haut niveau, puis ça a chiré à quelque part, man. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ça a chiré. Quand j'ai commencé à faire de la boxe, je suis comme tombé en amour avec ce sport-là, puis je suis devenu bon quand même assez vite là-dessus. Mais tu sais, Strickland, c'est pas vrai qu'il est plus dedans. Là. Lui, il dit que son rêve, c'est de tuer quelqu'un dans l'octogone, puis que tous les itinérants devraient manger une rince pour retourner travailler. Là. Fait que, tu sais, sa mentalité a pas. Non, mais il est pas. Ouais, non, c'est ça. Ça n'est tout qu'un, mais c'est le côté mindset qui me fascinait. Tu sais, je me dis, ça fait quand même du sens, quelqu'un qui a vraiment de l'agressivité en dedans de lui, mais là tu te bats, c'est contrôlé, j'imagine il doit y avoir de quoi que ça te calme un peu. Quand ça a commencé, je te dirais oui c'était de même, à Star, tu sais, c'est des athlètes, là, c'est plus juste des fighters, là. Fait que tu peux pas te battre juste avec l'anger, tu peux pas te battre juste parce que t'es en crise à cause de la vie ou de quoi de même. Il y a de l'entraînement, il y a un plan de match, il y a de l'étude du combat, il y a de l'étude du combattant aussi. Fait que tu peux pas aller là juste pour dire OK, moi soigner jusqu'à temps qu'il tombe là, parce que c'est toi qui vas tomber. Ouais. Toi, c'était plus le côté discipline de tout ça, mettons? Le côté sportif, genre? Ben, oui puis non, là. Tu sais, j'aurais pu peut-être devenir meilleur si j'avais été un peu plus discipliné, là. Tu sais, moi, j'étais au UFC dans les grosses années de party à Las Vegas. Puis on en a profité pas mal. Fait que je te dirais, j'ai pas tout été super discipliné, mais quand j'avais un combat, là, je devenais discipliné. Mais tu sais, c'était blanc ou noir. Tu t'y prends combien de temps avant un combat? Mettons, tu sais que tu as un combat de telle date, genre 2-3 mois d'avance pour que genre le mind focus? Ben, ça dépend comment tu l'as échappé entre 2 combats. Ça dépend. Ça dépend, mais je te dirais à peu près c'est entre 8 et 10 semaines. Tu l'échappais-tu plus quand tu perdais ou quand tu gagnais? C'était pas mal la même affaire, je te dirais. Moi, c'est pas une question de rancœur ou de sentiment. C'est juste une question de. Je suis pas en training camp, je m'éclate. C'est ça. Je me suis tellement sacrifié puis limité pendant 8 semaines que là, ça repartit pendant 2 semaines. Ouais, exact. Puis Chris à Vegas, tu peux l'échapper comme jamais. Ben oui, c'est innocent là-bas. Exactement. Tabarnak. Puis tu sais, nous autres,
En tout cas, moi, je parle de moi et Georges parce qu'on a fait souvent le party ensemble parce qu'on a été dans l'évolution de l'ascension du UFC à partir de 2006 à 2009 à peu près. C'est quand que le UFC a pogné un step. Ouais, ça a blasté en esti. Puis là, les commanditaires, ils garochaient de l'argent. Ils faisaient voyager partout à travers le monde, des parties privées. C'était ridicule, honnêtement. Fait que, tu sais, on a eu un beau 4-5 ans que c'était comme... fucking rockstar. Georges, il se pétait à la face un peu, quoi. Oh ouais, il est bien discret, là, mais il est capable, Oui, c'est il est capable sûr. encore. Moi, j'ai coup de poing dans la face dans la vie. Ah C'est non, sûr, faut t'as bien le que goût tu de détentes quelque part, là, c'est sûr. Mais il a tellement l'air, tu sais, sa petite coupe de cheveux, tout. Il me semble, je l'imagine pas tant, genre, chugger de la vodka. Non, il a l'air d'un sensei, là. Ouais, c'est ça. Il est beau, hein, avec sa nouvelle coupe de cheveux. Ah ouais, Ouais, écoute, c'est sûr que c'est un peu... chacun ses choix. Hein. C'est ça. Je sais pas s'il est beau, là. Écoute. Ah, mais il est beau. Ils comprennent. If you know, il est beau. Mais ouais, je me demandais parce que moi, c'est Émile qui a dit on pourrait recevoir pas de côté. Puis je savais même pas t'étais qui. Puis honnêtement, je suis un gros fan de la UFC, mais à partir du Conor McGregor era. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. C'est là que ça a blow up. Puis depuis ce temps-là. OG, c'est sûr que... T'es un OG. Puis, mais après ça, on a checké ton résumé. Puis ça m'a vraiment impressionné. Tu sais, moi, de voir. Herb Dean, l'arbitre, puis après ça, Bruce Buffer qui dit It's time quand c'est toi dans le ring. Honnêtement, Joe Rogan qui va l'interviewer à la fin. c'est genre toutes nos idoles, là. C'est le monde que j'écoute. C'est le monde que j'écoute le plus sur Internet en ce moment. C'est peut-être le seul monde que j'écoute, le monde de la UFC. Puis je trouve ça malade que t'étais là-dedans. Puis je me demandais, c'est quoi la différence? Comment ça, genre... Je pense que t'as vraiment bien réussi ta carrière, mais c'est quoi la différence entre, mettons, toi et Georges Saint-Pierre? Comment ça... Tout le monde sait c'est qui Georges Saint-Pierre comparé à toi. Déjà, il a été champion du monde. C'est juste ça la différence. Non, mais tu sais, je veux dire, athlétiquement, on n'est pas pareil pantoute. Lui, c'est un. Je sais pas qu'il a travaillé moins fort, mais c'est un gift athlete. T'as des Sidney Crosby puis t'as des Steve Bégin. Tu comprends? C'est la même chose au hockey. Mais ils ont joué dans le show les deux. Toi, t'es Steve Bégin? Moi, je suis Steve Bégin, exactement. Ah, mais Chris, Non, mais je suis correct. Je suis correct avec ça. J'étais un travaillant qui avait pas nécessairement un grand talent, mais je me suis battu au championnat du monde pareil. J'étais pas un grand athlète, mais je me suis rendu au bout de pareil. Le mental toughness. Le mental, bro. Le mental. Puis Georges, ben, tu sais, il a un bon mental aussi parce que les deux défaites qu'il y a eu, ben, ils ont repété après, puis pas à peu près. Fait que, pour moi, c'est le plus grand athlète de ce sport-là qu'il n'y aura jamais, que ça va être bien dur à égaler. Khabib, ben, entre GSP. C'est pas pareil, Khabib. Ben, c'est pas pareil, exact. C'est parce que l'affaire, c'est que... Je sais pas, moi. C'est parce que l'affaire, c'est que... Moi, dans ma tête, c'est que tu sauras jamais... C'est quoi une mentalité de champion tant que t'as pas perdu. Si t'es capable de revenir après, ou ben non, si tu t'écrases, entre guillemets, pas facile, là, mais entre guillemets, c'est facile de rester invaincu. Là. Il est champion plus George parce qu'il était dans l'adversité, puis pas Khabib, mettons. Ben, je te dirais, des adversaires qu'il a affrontés, Georges, à travers sa carrière, il a défendu son titre 9 fois, il est devenu champion du monde de 2 catégories de poids différentes. Il est revenu après 4 ans, puis il est allé torcher Bisping à New York. Ouais. C'est des affaires, c'est incroyable. Aujourd'hui, le USCDA, les tests antidopage sont là aujourd'hui à cause de Georges. C'était son cheval de bataille. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. Le sport n'est pas parfait, mais il est plus clean un peu. Ouais. Puis, juste pour ajouter, GSP, c'est aussi ce qu'il a fait pour le sport, qui fait que c'est plus le goal sur moi que Khabib. Khabib, il y a 3 title defense, puis après c'est... Ouais, exact. Puis Georges, je sais qu'il y a eu bien de la difficulté avec Dana White, parce que, tu sais, des fois, c'était plus long avant qu'il défende son titre, puis justement, lui, il se battait beaucoup pour qu'il y ait des drug tests, puis c'était dur dans ce temps-là, tu sais, c'était pas... USADA était pas rentré dans l'UFC. Toute ta relation avec Dana White, c'était comment? Tu sais, il y en a plein qui disent que les fighters sont pas assez payés, tout ça, c'était comment tu vivais avec ça, toi? Ben, tu sais, c'est vrai que les fighters sont pas assez payés parce qu'ils se comparent à NHL et à NFL, puis le partage des revenus est juste ridicule. Tu sais, la compagnie vaut 11 milliards aujourd'hui, puis le partage des revenus est 85-15 à peu près, tu sais, pour les combattants. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est tous des animaux de cirque. Là, la NBA, c'est 50-50, je pense, mettons, on compare. Là. Ben, c'est ça, il y a un partage des revenus qui est quand même correct, là, sauf que l'UFC, c'est pas ça. Puis, tu sais, il n'y a pas d'association des joueurs qui protège les combattants non plus. Il n'y a pas d'union des combattants. Ce qui fait que si tu veux pas prendre ce contrat-là, il y en a à peu près 18 en arrière qui vont le prendre à ta place. Fait que ça entorche un peu. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu de bonnes relations avec Dana White. Tu sais, j'ai son numéro de téléphone, j'ai le texte, il va me répondre. Mais il m'a quand même sacré dehors en 2010. Fait que c'était mon boss avant d'être mon ami. Pourquoi il t'a crissé dehors? Ben, c'est parce que je me suis battu pour le championnat du monde en 2008. Je me suis pété le genou. J'étais un an et demi à l'extérieur. Puis quand je suis revenu, j'ai perdu 2 combats. Puis après ça, ben là, il m'a sacré dehors parce que la business, c'est ça. Ça faisait 3 combats de suite que je perdais. Fait que là, en 2008, je me battais contre Anderson Silva à Chicago devant 25 000 personnes.
Puis en 2011, je me battais à Blainville devant 750 personnes pour essayer de revenir au UFC. C'était un bon choc, je te dirais. Là. T'as réussi quand même à remonter à la pente et de retourner. Ouais, puis le dernier combat que j'ai fait, c'était à Manaus, au Brésil, qui est la 3e ville la plus dangereuse au monde. Là. Je l'ai su après, là, mais on s'en va là, puis je me bats contre un Brésilien, puis je le knock au premier round, puis là, après ça, on est revenu dans le vestiaire, puis le ref, il vient nous voir, il dit « On va peut-être pas mieux sortir de suite. On est peut-être mieux d'attendre. » Fait que ce soir-là, on est resté bien tranquille à l'hôtel, je veux dire. Oh, ouais, hein? Juste pour revenir à ce que tu disais, là, justement, cette année, dans The Ultimate Fighter, c'est comme, il y a les rookies, le monde qui veut rentrer dans l'UFC, puis il y a les vétérans, eux autres qui se sont fait cut de la UFC après avoir perdu. Puis justement, là, ça sera peu actuel quand ça sort, mais live, en ce moment, c'est les vétérans contre les rookies, puis c'est 7-0 pour les vétérans. Parce que eux autres, justement, ils ont vécu, là, ils ont été dans l'UFC devant tout le monde, puis après ça, ils ont eu à se rebattre. Ouais, puis c'est jamais arrivé qu'il y a eu un clean sweep. Ouais. Moi, quand j'ai coaché, je coachais Team Canada contre Team Australie, puis on a gagné 7-1. On a quasiment fait, là, on a quasiment sweep, mais là, c'est jamais arrivé. Fait que là, c'est 7-0, puis là, je sais pas quand ça va passer, si ça va être 8-0, mais ça va pas bien. Connor, ça chie, il paraît pas bien non plus. Vraiment pas. Tu penses quoi de Connor? Moi, je pense qu'il a amené le sport à un autre niveau. Je pense qu'il a fait monter les bourses aussi. Il a amené un nouvel aspect au sport plus spectacle. Visibilité plus spectacle. C'est pas tout le monde qui est capable de faire du trash talk. Il y en a qui s'essayent, mais il faut que tu sois capable de backer ce que tu dis aussi. Puis, ouais, c'est ça, il backait, puis il y en a qui c'est cringe, puis lui, c'est pas cringe. Lui c'était bon. C'est devenu un peu cringe, je trouve. Aujourd'hui, je trouve que c'est rendu du réchauffé. Il plus personnel. Avant, c'était du tac au tac. Ah non, il était bon. C'était le meilleur. Oui, de loin. Ouais, c'était le meilleur, pour vrai. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est quasiment rendu milliardaire. Là. Il a vendu sa compagnie de whisky 600 millions. Ouais. Fait que, il n'y a plus besoin de ça pour vivre, mais ce qui veut revenir à se battre, mais on a tous des doutes là-dessus. Ça. Ouais, ok. Je vais me demander si ça allait arriver parce qu'il y avait comme annoncé un combat, là, pas tant long. Ben, dans le fond, contre Chandler. Ultimate Fighter, là, les deux coachs sont supposés se battre à la fin. Okay. Sauf que lui, il est sorti du pool des tests antidopage. Puis quand tu rentres, c'est 6 mois pour passer des tests. Puis il n'est pas rentré encore. Il peut y avoir une dérogation demandée par l'UFC. Mais comme Brock Lesnar avait fait en 2002, en UFC 200, je pense. Il y a eu une dérogation, mais tout le monde savait qu'elle allait popper. Là, puis 2 semaines après le show, il a popé, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu as déjà utilisé ça, des stéroïdes pour... Au début, comme tout le monde. Il y en a qui avaient les trapèzes. Je pense que tout le monde de ma génération, au début, au niveau de l'entraînement, de connaître, mais c'est tout le temps la même affaire. C'est du Winstrol, des patentes de même. T'sais. Mais en combat comme tel, moi, on a tout le temps essayé de prôner un sport le plus clean possible. Georges puis moi, on était les premiers à arriver en habit à des conférences de presse. On voulait que ce sport-là soit plus acceptable. On était on n'était pas beaucoup qui étaient capables de parler, d'aligner 2-3 mots sans envoyer chez tout le monde aussi au début. Fait qu'on a essayé de redorer un peu l'image de ça. Puis éventuellement, c'est devenu ce qui est devenu aujourd'hui avec le sport qui était de plus en plus propre. Mais des tricheurs, va tout le temps en avoir. Là, Puis c'était comme une nécessité, on dirait. C'est comme le Tour de France au vélo, ils ont tout enlevé les médailles à Lance Armstrong, mais quand tu checkes ça, les top 12 étaient ces stéroïdes, fait que c'est comme il mérite pareil sa médaille, même s'il prenait du jus, parce que toute la compétition est là-dessus. Les 50 premiers au Tour de France. Ça se peut. C'est genre un esti d'affaire de fou. Fait que là, tu dis que lui, il s'est fait enlever ses médailles parce qu'il est juste devenu trop populaire dans le fond, puis le public s'est mis à l'observer, puis là, il a tout perdu. Fait que toi, tu sentais-tu qu'il y avait une nécessité d'en prendre, parce que sinon, tu pouvais pas compétitionner au même niveau que... au début, oui. Et écoute, ça n'avait pas d'allure. Là. Les gars, là, ils étaient juiced up. Tu regardes des gars comme Kevin Randleman au début ou des gars comme Melvin Mahoneff ou des affaires de même. Tu vas voir de quoi ils ressemblent. Les gars, ça n'a aucun bon sens. C'est comme des bodybuilders, mais qui sont capables de se battre. T'sais. Fait que, à armes égales, si t'es shooté ben raide, tu deviens une arme assez dangereuse. Puis ça affecte le comportement. Il y a quelqu'un autour de moi qui en prenait, là, puis il disait quand je prenais ça, j'avais pas peur. Là. On dit qu'une année, il était à Montréal justement, puis il y a un gars, il était bien là-dessus. Il y a 3 gars qui ont sifflé sa blonde. Lui, il s'est reviré, puis
il était prêt à se battre, là. Puis c'est pas un gars qui se bat, là, man. C'était sa tête à côté, là, avec les boutons dans le dos et des bitch tits, là. Ça se peut que tu viennes un peu plus prime. C'est comme Chael Sonnen, là. Chael Sonnen. Il disait, là, à propos de John Jones, là. Ouais, il disait qu'il savait qu'il était sur la même recette que lui, là. Il dit, je l'ai senti direct quand il m'a pogné. Il est arrivé juiced up, ben juiced up au combat. Puis dès que John Jones l'a pogné, il était comme, oh shit, lui, il est ça le même juice. Il y avait le PED qui était pas illégal si tu avais une prescription du médecin. Fait que c'était non, pas PED, TRT. Le remplacement de testostérone, en tout cas, la thérapie. Mais il y en a un qui c'était son nom de fighter, ça. C'était pas, il y en avait pas un qui c'était TRT. Quelque chose, là. C'est lui qui a brisé l'œil à Bisbing, là. Vitor TRT Belfort, c'est ça, me semble. Non, il était appelé comme ça parce qu'il n'y avait pas de bon sens. Ok, c'était pas son vrai nom, c'était pas comme The Predator. C'était ok. Puis aussitôt qu'ils ont enlevé ça, on a vu la moitié qui ont dégonflé, c'est comme une balloune. C'était assez évident. Là. McGregor, penses-tu qu'il est là-dessus en ce moment? Moi, je pense que McGregor, il veut pas retourner dans l'UFCDA parce que il s'est pété à la jambe à son dernier combat. Là, il s'est cassé la jambe. Fait que, moi, je pense qu'il a pris beaucoup d'hormones de croissance pour réparer plus rapidement, ce qui est illégal aussi. Fait que je pense qu'il y a temps pour voir, il y a assez de moyens autour de lui pour avoir des bons docteurs pour lui dire, OK, là, tu peux y aller, tu vas passer. Parce que t'es clean. Exact. Mais c'est ça, mais ça a l'air que ta récupération, elle se fait genre vraiment, vraiment plus vite. Puis après, elle se fait tellement plus vite qu'après ça, le temps que ça te prend pour pouvoir rentrer dans le pool de USADA, je sais pas quand ça marche, c'est moins long. Genre. C'est moins long ça que comme pas se piquer aux hormones de croissance. Moi, quand tu as des blessures de quoi de même, le docteur va tout le temps te dire, si c'est ton chum, il va dire en tant que docteur, je peux pas te dire d'en prendre, mais en tant que médecin, si tu veux revenir plus vite à la compétition, ben je te dirais vas-y, ça marche. C'est ça qui arrive, c'est que tu prends n'importe quel stock qui est bien, qui est du bon stock, ça va marcher. C'est ça le problème. Ça marche super bien. Surtout quand tu as les moyens de McGregor, les meilleurs docteurs. Ce qui me fascine de la UFC, là, c'est que, dans le fond, là, j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé à faire de la boxe, puis j'aimais ça. Mais moi, à un moment donné, j'étais prêt, je m'enlignais pour me battre. Je me suis fait quasiment knocker dans un sparring 2 semaines avant. Je voyais des étoiles, j'ai fait une commo, j'ai dit, je peux plus me battre. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai jamais voulu me battre. Puis moi, j'aime pas ça, manger des coups de poing dans la face. Toi, je sais que t'as un chin de débile. Moi, je suis pas capable. J'aime pas plus ça. Mais pas que t'aimes pas ça, mais c'est que moi, ça me fait vraiment peur. Toi, ça doit te faire moins peur que moi. Moi, c'est genre, tu fais ça, tu comprends, là, je suis le genre de gars-là. C'est pas de quoi qui m'intéresse de me faire frapper, mais ce que je trouve vraiment fascinant de la UFC, c'est la mentalité de fighter, parce que dans la vie, quand tu t'inspires de la UFC, je trouve que dans la vie, tout est un peu un combat. Puis la UFC, c'est comme juste... C'est direct dans ta face. Tu t'entraînes pour devenir meilleur, pour aller te battre contre ton adversaire. Mettons, ton but, t'es en informatique, ton but, c'est de devenir le meilleur informaticien. Ben, le temps que tu mets sur ton ordi, c'est le temps que les fighters mettent au gym pour s'entraîner. Puis après ça, ben, tu programmes. Puis là, t'arrives, puis tu sors ton site, puis ton site, il est malade. Puis là, tu t'en vas contre tes adversaires. Puis la UFC, je trouve que n'importe quoi que tu fais dans la vie, tu peux t'inspirer de ça parce que les fighters, ils s'entraînent pour aller littéralement se battre. Il n'y a pas plus de base que ça. Je veux dire, c'est ça, exactement. C'est le plus vieux sport au monde, se taper sa gueule, on va se le dire. Là, à Star, tu regardes 2 gars d'une cage qui se tapent dessus, tu dis c'est pas normal. Je veux dire, rendu où ce qu'on est là. Mais c'est plus juste 2 gars qui se tapent sa gueule. C'est 2 athlètes accomplis, des anciens Olympiens qui s'en vont là pour faire leur carrière, pour faire un peu de sous. Si moi je me bats contre un gars qui est allé aux Olympiques en lutte, ça se peut que je tourne en rond. Là, je veux pas me coller après. Là, fait que il y a ça aussi. Fait que tu regardes aujourd'hui ce que le sport est rendu, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est le mental, genre le avant-combat, l'entraînement, la force mentale que ça prend pour aller dans le ring se battre. Je trouve ça fascinant, ça. Pis... Ben, je te dirais quand le Bruce Buffer sort puis il ferme la porte, là t'es juste toi et l'autre avec l'arbitre, là, dit bon, Chris, là c'est là. It's on, là, comment tu te sens à ce moment-là? C'est comme un Twilight Zone, c'est fucking, hein, parce que les lumières, tous tes sens viennent comme 10 000 fois plus aiguisés. Là, tu sens tout le grain du tapis, tu vois les lumières sont vraiment éblouissantes. Tu te fais amener à terre, t'es sur le dos, puis tu regardes les lumières là, en mangeant 3-4 coups de coude, tu regardes ça, tu dis ben voyons, t'as le temps de réaliser, c'est vraiment fucked up. Là, c'est quand t'as le plus la chienne dans tout le processus.
Ben, je pense que c'est différent pour tout le monde. Il y en a, moi, j'ai vu vomir d'investisseurs avant de rentrer dans un combat. Moi, c'était plus, je te dirais, entre 3h, 3h15 à l'hôtel, là, avant de partir pour le casino ou l'aréna de quoi de même. Là, je réalisais que je m'en allais pas cueillir des fraises. Là, tu sais, là, j'étais là, OK, calvaire, là, je m'en vais vraiment dans une cage, je me tapais à la gueule. Mais tu sais, quand j'arrivais au vestiaire, pour moi, ça, c'était mon happy place. J'étais bien là, puis j'étais à la bonne place. Puis là, c'était correct. C'est fascinant. Puis tu baises-tu avant un combat? Moi, non. Puis tu sais, honnêtement, c'est pas une question de testostérone, c'est juste que ça me met plus en crise. Fait que c'est plus ça. Fait que tu sais, je restais loin de ma femme pendant à peu près 2-3 semaines, tu sais, juste pour faire monter l'espèce de rage de ça, mais ça, scientifiquement, ça a été prouvé que ça n'a aucun rapport. OK. Rapport, hein, c'est ça. C'est C'est ça que je voulais voir avec toi. Ouais, c'est ça. Puis comment tu builds? Tu dis que tu avais peur, mettons, à 3h15. Y a-tu des techniques que tu fais pour builder un peu ton courage ou ton mindset pour pas te mettre à faire de l'insomnie la veille puis genre penser à ça tout le temps? Pis... Ben, c'est sûr que quand tu sais, la veille du combat, tu y penses. T'as pas le choix. Là. Même si tu veux pas, je veux dire, c'est quelque chose. Puis en plus, là, tu t'es réhydraté après la pesée aussi. Fait que là, t'es tout gonflé. Là, t'es bien, mais ta tête, elle spin à 100 000 à l'heure. Moi, le truc que j'ai trouvé, c'était juste c'est pendant le training. J'arrive, je peux pas être meilleur. Là. J'ai pas triché dans mon entraînement, j'ai pas triché dans ma diète ou de quoi de même. Fait que quand j'arrive là, je me dis, garde, s'il me pète à soir, ben, il va avoir ça va être lui le meilleur à soir. Je m'en vais là pour gagner, on s'entend. Perdre, c'était pas une option, mais c'est pour ça que j'étais pas nerveux quand j'ai de l'anxiété. C'est sûr, je m'en vais pas jouer au hockey, là, mais. As-tu peur? Non, pas vraiment. La seule fois que j'ai eu peur, c'est contre le combat juste avant mon combat de championnat du monde à l'UFC 86 contre Ricardo Almeida. Parce que ma dernière défaite que j'avais eue, c'était contre un gars identique à lui. Un gars de Jiu-Jitsu qui m'avait passé une clé de bras en genre à 1 minute 50. Là, OK. Fait qu'il avait exactement le même style. Fait que là, j'étais comme, fuck, OK. Puis dans ce temps-là, c'était pas mal ma faiblesse, là, la lutte. Puis le sol, moi, j'étais plus un striker. Puis finalement, ça a bien passé parce que j'ai gagné puis j'ai un combat de championnat du monde après, mais je dirais une fois avant que ce combat-là, avant de rentrer, j'étais comme OK, fuck là, je pensais ben trop puis j'étais dans cet état d'esprit-là. Puis là, Ça a donné quoi, le combat? Ah, j'ai gagné, puis c'est ça, après, c'était comme le prix de ce combat-là, c'était un combat de championnat du monde contre Anderson Silva. OK. tu l'as knocké, hein? Tu l'as-tu knocké, lui? Ou c'était une décision? Je l'ai rocké 2 fois, j'ai gagné par décision à la fin, OK. mais je l'ai rocké 2 fois, puis tu sais, ce qui est extraordinaire dans ce sport-là, c'est que ça a l'air épais, là, mais il n'y a pas rien de plus masculin que d'établir un respect entre 2 hommes en se tapant sur la gueule pendant 15 minutes. Puis là, tu regardes à la fin, puis tu te prends dans les bras, tu es plein de sang, tu t'es pas tapé sur la gueule pendant 15 minutes, puis tu es content de ce que vous avez fait. Puis après ça, ben, on va dans le vestiaire, puis on jase, puis souvent on arrive à l'hôtel, puis on prend un drink ensemble. C'est fucké ce monde-là. C'est pas tout le monde qui est capable de comprendre. OK, tu tapes sur la gueule, tu t'en veux pas, puis après ça, vous allez faire le party ensemble. Non, c'est ça que je voulais dire. C'est de la business. Moi, je trouve que c'est pas fucké ce monde-là, c'est la vie. La vie, c'est un combat, mais à la fin, il y a de l'amour, tu sais. Moi, je trouve ça beau, ce sport-là. Ben, c'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main puis qui finit par une poignée de main. Avant chaque combat, quasiment, tu peux pas aimer tout le monde, mais le gars, il se donne une poignée de main, puis à la fin, ils sont ensemble, ils se prennent dans les bras, puis ils sont contents, puis ils s'en vont à l'hôpital les deux, ils se prennent une photo dans le civière un à côté de l'autre. Ça n'a pas de C'est bon malade. sens. C'est malade. C'est quand la fois tu t'es fait le plus défoncer? Le combat avant que je me fasse sacrer dehors du UFC, le UFC 121 à Anaheim, c'est un gros lutteur, il s'appelle Tom Lawler. Puis c'est un gros lutteur, puis il était sur le jus, à côté, il était fort comme un bœuf, ça n'avait pas d'allure. Puis je te dis, là, pendant 3 rounds, là, il a lavé le plancher avec moi. Puis je suis pas sorti de là magané, mais ce qui est pire en combat, c'est quand tu te fais contrôler, puis tu peux pas rien faire. Tu te sens comme. Tu me suis fait violer dans ce combat-là. Je sors de là, puis tu te sens sale. T'es comme, tu me sens pas bien, j'ai pas mal. Je suis pas si fatigué que ça, mais il m'a contrôlé pendant 15 minutes. C'était fait manhandle. Exactement, man. Ça, c'est rough. Ça, c'est rough sur le moral. C'est quoi le feeling quand tu knocks quelqu'un? Asti que ça doit être. Ça, t'es le plus fort du monde pendant 1 heure, man. Tu sors de là, puis tu penses t'es à Vegas, tu knocks quelqu'un, tu penses que toutes les chicks vont être après toi. C'est sûr. Ils sont après toi? Des fois, ça dépend où tu sors. T'es célibataire, toi, mon loup? Non, plus là, non. Plus là. Non, plus là. Mais dans le temps, dans ta carrière, dans ton prime.
Oui, je l'ai été dans les années que je vous avais dit. Là. Dans les années, je vous avais dit, puis c'est ça. Puis tu sais, quand tu sors quelqu'un, tu sors de là, puis t'es comme, man, t'es le plus fort du monde. Tu sautes sur la cage, tu cries partout, puis à un moment donné, ben, tu reviens en réalité, tu dis, OK, c'est correct. Là, tu reviens chez vous. T'as-tu peur pour l'autre, genre? Parce ça dépend. Ça dépend. Il y a des beaux knockouts, il y a des knockouts que tu sais que ça va laisser des traces. T'sais. Fait que, tu sais, à Star, tu vois les combattants, quand il y en a qu'un, ils vont se calmer sa célébration si le gars il est vraiment. Il est tombé comme une barre à terre, puis tu vois que c'est comme ah, d'après moi, lui, des séquelles à long terme. Tes séquelles, toi, est-ce que tu t'en ressens aujourd'hui à la retraite? Ben oui, je dis mon corps est tout pété. Là, je me suis fait opérer 8 fois dans les 2 genoux. Je me suis cassé la main 2 fois, le coude 2-3 fois, mais ma tête est correcte. Je suis allé passer des tests neurologiques. À tous les 3 ans, je passe des tests en voulant savoir si j'ai peut-être pas des commotions, des symptômes de commotion. Je me suis jamais fait knocker, mais tu sais, j'ai quand même 15 ans de coups de poing sur la tête. Là, ouais. Est-ce que chaque coup de poing, c'est une commotion ou c'est pas... c'est pas que c'est pas vrai, mais... Si t'es ébranlé, oui. Il y a plusieurs différents niveaux de commotion. C'est juste qu'à un moment donné, je trouvais que ma mémoire à court terme... Elle faisait défaut. Mettons, quelqu'un me demandait quelque chose, genre, un peu, je finissais un texte, qu'est-ce que c'est qu'il m'a demandé? Mais mon docteur m'a dit, c'est juste parce que t'as un manque d'intérêt. c'est juste ça. Tu t'en crises quand c'est pas important. Fait que je comprends. C'est quoi donc la maladie des commotions cérébrales? CTI. CTI? Ouais. Est-ce que t'as peur de ça ou... Ben, c'est sûr que, je veux dire, j'ai fait un sport de contact, j'ai fait un sport quand même qui est violent. Celui qui est le plus de contact à la tête, selon moi, là? Non, je te dirais, le rugby, le foot. Il y a plus de commotion à ringuette qu'en combat. C'est pas des jokes. Là. Fait que, mais le CTI, tu pourras jamais savoir ça tant que t'es pas mort. Le CTI, ils vont le savoir quand ils vont slicer ton cerveau pour voir si t'as ça. Ah, je pensais qu'ils étaient capables de l'analyser vivant. Pas encore. OK. Est-ce que tu as des enfants? Ouais, j'ai deux kids. Moi, si j'ai des enfants, on dirait que je voudrais que ça devienne des petits combattants. Genre, je voudrais que ça fasse des petits ninjas. T'aimerais-tu ça, genre, leur faire des... Tu voudrais-tu qu'ils aient une carrière semblable à tienne ou c'est comme trop extrême? Non, pas vraiment. C'est pas une vie qui est facile. Moi, j'étais un privilégié. J'ai réussi de bien vivre de ma carrière. Puis d'après ça, d'avoir une belle après-carrière. Je l'ai bâti. Ma fille, par exemple, a fait du jiu-jitsu. Moi, je veux qu'elle soit capable de se défendre. Mais pas nécessairement d'être capable de faire une carrière là-dedans. Je serais bien mal placé. Attends, j'ai une petite fille puis j'ai un petit gars plus jeune, puis mon gars m'arrive et dit je veux faire ça. Je serais bien mal placé pour lui dire non, fais pas ça. C'est ça. Mais je vais l'entourer et il va dire la vérité. C'est de quoi que ça faut que ça vienne de soi-même, je pense. Ah non, c'est ça. Je vais m'assurer de le péter 2-3 fois pour être sûr qu'il aime ça encore. Ouais, c'est ça. Et rappeler c'est qui le boss. Non, je suis d'accord, tu peux pas l'obliger, mais c'est de savoir, je pense, se défendre. Je pense que ça peut être une bonne chose pour n'importe quel humain. Là, sans faire de la compétition nécessairement, mais juste avoir les bases de te défendre. J'imagine que tu carries une confiance de plus. Absolument. T'arrives à... mettons, moi, tu m'enlèves tout mon background d'arts martiaux. J'arrive dans une foule. Qu'est-ce que ma confiance n'est pas pareille. Là. Puis c'est pas une question que je peux péter tout le monde. Là. C'est pas une question que je rentre dans un restaurant et je regarde n'importe quoi qui arrive à soir, c'est sûr, j'ai pète toute la gang. Il y a des bonnes chances que ça arrive. Sauf que c'est pas le même que je parle, mais c'est sûr que tu t'enlèves ça. C'est sûr que si t'as une crainte de quelque chose qui arrive, ça brasse un peu ou quoi de même. C'est pas une question d'être violent ou quoi de même, mais c'est une question, comme tu dis, là, c'est juste de la confiance. Je pense que tout le monde devrait avoir une espèce de petite base de savoir comment se défendre dans la vie, puis pas une question de te battre, mais une question quand tu affrontes une situation qui est un peu plus rough, qui est un peu plus corsée, juste le fait d'avoir une parole plus confiante, ça vient avec ça aussi. Ben ouais, puis c'est pas rare que le monde qui sont le plus gentils dans une salle, c'est souvent le plus gros puis le plus shapé, parce que lui, il a pas peur. Fait que lui, il est bien smart avec tout le monde. Mais c'est une question de se défendre physiquement, oui, mais je pense que tu as un autre aspect, c'est de se défendre mentalement aussi. Ouais. Je pense que ça, c'est encore plus important parce que ton message mental, il t'as pas de crainte nécessairement, tu sais. Ouais, puis tu sais, tous les parents qui me demandent où est-ce que je devrais envoyer mes enfants puis mes kids, puis moi, je leur dis tout le temps des arts martiaux parce qu'il n'y a pas de frappe, le judo, le jiu-jitsu, la lutte, tout quoi de même. T'sais, parce que faut péter une planche en karaté, c'est correct, là, je parle pas contre le karaté, mais c'est pas la vraie vie, ça. T'sais, quand tu vas aller quand tu sais contrôler quelqu'un sans lui donner un coup de poing, là, tu te dis, OK, si tu t'approches trop, au pire, je vais t'amener à terre, je vais te faire un arm lock, ou whatever, t'sais. Fait que je trouve que c'est plus... Ça fait plus grow la confiance que juste donner des coups dans le vide, des affaires de même.
100%. Est-ce que parce que j'ai vu que je pense que t'étais dans l'armée avant de commencer l'entraînement d'arts martiaux mix? Ouais, ben en même temps à peu près. Là, ouais. Fait que t'as commencé quand même tard, dans le fond. T'as commencé à te battre à quel âge? À 19. À 19 quand même. Mais le sport n'était pas comme aujourd'hui. C'est ça. Penses-tu qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence à 19 ans est capable d'avoir du potentiel de se rendre dans l'UFC ou c'est rendu impossible? Ben, je pense que oui, parce qu'il y a plus de ressources aujourd'hui. Il y a des gyms à tous les coins de rue à cette heure. Faut que tu trouves un bon gym. Mais moi, j'ai tout le temps dit la même affaire. Si j'avais. Ça, admettons, je suis rentré au UFC à 24. Mais si aujourd'hui j'avais 24 ans avec le talent que j'avais dans ce temps-là, en 2004, aujourd'hui, je ne rentrerais pas au UFC. Là. Le sport est complètement ailleurs. Chacun son époque, là, tu vas me dire, c'est vrai. Mais c'est ça. Puis aujourd'hui, tu vois des gars au UFC qui ont 18, 19, 20 ans. Là, c'est des prodiges là, à cet âge-là, mais ils ont commencé de bonne heure aussi, parce que toute l'évolution du sport, tous les beaux modèles comme Georges, justement, puis ces gars-là, ils ont fait grandir le sport en montrant que ce sport-là, c'était pas juste des coups de poing sur la gueule. Ouais, exact. Roses Jr. avait pas 17 ans son premier c'est combat. sa mère qui a signé à c'est Mais ans. comme tu te bats contre lui, tu serais senti quand même. T'as 32 ans, tu te bats contre un gars de 17 dans l'UFC. S'il est là, Chris, ça veut dire que. C'est it is what it is, mais tu sais, le premier combat, il a gagné. Après, qui est sorti de Contender, il y a eu un combat UFC, il a gagné, puis après ça, ils l'ont mis contre un homme. Ils l'ont mis contre un gars de 33 ans. Ça a paru. Une maturité musculaire, une force d'homme. Là. Il s'est fait barouetter à gauche, à droite, même si le gars il est bien bon en jiu, il reste que c'est pas la même affaire. Là, sa maturité musculaire n'est pas arrivée encore à point. Là. C'est qui tu penses aujourd'hui le plus dangereux dans l'UFC? C'est qui le pound for pound? Ouais. Tu sais, c'est dur à dire parce que c'est un choix bien personnel. Là, autant que comme personne, c'est une vidange, mais autant que comme combattant, c'est un des greatest of all time. Tu sais, John Jones, c'est incroyable. Cet athlète-là, comme athlète dans l'octogone, c'est quelque chose. Il faut séparer la personne de l'athlète. Là. Mais comme athlète, Jones, c'est dur à battre présentement des combattants actifs. Ouais. Tu peux dire Islam Makhachev qui est là, il a battu Volkanovski. Moi, je trouve que Volkanovski est plus complet que Makhachev, même s'il a perdu compte. Fait que, celui que tu trouves le meilleur pound-for-pound, c'est ton choix à toi. Là. Mais Jones, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu chez un poids lourd. Après, même si Cyril Gane a choqué, il reste qu'il est revenu après 3 ans et il est allé gagner le titre pareil. T'sais. Ouais, c'était malade, ça. Il est en train de faire un switch gentil, par exemple, John Jones. Je sais pas ce que tu penses de ça. Tu penses que c'est fake? Ouais. Non, personne n'y croit. C'est une vidange pour vrai? Ou... Ouais, c'est pas... c'est juste... Il y a tellement d'affaires qu'il a faites à l'extérieur de l'octogone, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, non, moi, je crois pas à la réhabilitation de ce gars-là. Mais il reste que c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps. Ouais. Quand t'arrives, puis là, c'est la pesée, il faut que tu te déshydrates. Ouais. Comment que ça se passe? Ben, c'est une préparation, honnêtement. Là, je peux pas faire ça demain matin, mais moi, je me déshydratais à peu près de 20-22 livres en 18 heures. À peu près. Et calice. En 18 heures? Ouais. Fait que, c'est pas dangereux pour le corps, ça? Oh, crissement. Ouais, oui. Ben oui. Moi, je vais jamais dire à quelqu'un de faire ça, mais si t'as à le faire, entoure-toi du monde qui savent comment le faire. Fait que, il y a une préparation pendant le mois avant. La semaine avant aussi, tu fais comme, ça s'appelle un loading d'eau. Là. Tu vas boire 6 à 7 litres d'eau par jour. Tu penses que c'est facile, là, mais c'est pas facile. Après 4 litres, t'en as plein ton cul, moi te le dire. Là. Mais il faut que tu le fasses. Parce qu'après 3-4 jours, ton corps va commencer à flusher naturellement. Là, tu vas aller pisser à toutes les 15 minutes. Puis là, c'est ça. Là, ton corps va commencer à flusher. Puis là, tu vas commencer à dropper du poids. Puis quand tu vas commencer à rentrer dans le sauna, faire ta déshydrate drastique, habiller en bonhomme de neige, puis à suer, ben là, ton corps va se laisser aller parce que tu l'as surhydraté pendant 3 jours. Fait que, c'est de la science, là. Fait que, puis là, t'arrives à peser. Puis, tu sais, moi, je me battais à 170 livres à la fin. J'étais pas longtemps à 170 livres. Là. Je restais là à peu près 1h30, 2 heures. Je fais à peser, puis après ça, on se réhydrate. Puis la réhydratation est quasiment plus importante que la déshydratation. Là, parce que... Tu pesais combien à la soirée de ton combat? 190, 192 à peu près. Calice, c'est quand même une bonne différence. Ouais, ben c'est comme Bob l'éponge, là, tu me vois grossir quasiment à Tu jouais au yo-yo pas mal. Tu sais, Paddy Pimblett, là, on le voit, là, il se bat à 155, puis le lendemain de son combat, il mange la pizza, puis il pogne 200. Genre. Ouais. T'étais-tu capable de faire ça à ce point-là, ou ça, ça doit être dangereux un peu? C'est pas mal extrême. T'sais, la déshydratation, c'est rough pour les organes vitaux, le cerveau, les reins, puis tout. Là, moi, ça se peut que mes reins me lâchent dans 6 ans ou demain, je sais pas. Je les ai surutilisés justement en faisant ça. Mm-hmm. Mais bon, c'est un sacrifice à faire. Moi, je me suis battu 8 ans à 185 livres. Mon dernier combat à 185. Quand je suis arrivé dans l'octogone, l'autre bord,
calvaire, c'est pas lui, c'est son frère. Il avait genre doublé. Là. X. Fait qu'après ce combat-là, je me suis dit que c'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais faire cette impression-là. Ben, mon 4, fuck, j'ai chié ça. Ben, mon Pat. Le chat qui est là, c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est le cas. Oh, Chris. Je suis bien content que tes efforts aient porté fruit parce qu'aujourd'hui, tu te mérites un cadeau de chez Eros et compagnie, mon beau brother. Yeah. On est rendu à l'anecdote. L'anecdote célibataire, c'est quoi ça, les gars? Hey, j'ai des Invisalign, my bad, là, c'est tough. Alors, Ouais, pourquoi tu fais le podcast avec tes Invisalign? parce que c'est 22 heures par jour, man. Tu peux pas l'enlever plus que 2 heures par jour. Puis il laisse traîner partout. Moi, j'habite avec Astor. C'est ça à table sur le comptoir dans ma salle de bain. J'hésite tout le temps d'en face. On arrive au restaurant, il enlève ça, il colle ça direct dans son verre. Ah ouais. Miam. En parlant de bave puis de bouche, mon beau-frère, c'est quoi le segment célibataire? Oh yes sir mon Pat. Fait que c'est ça, c'est un segment récurrent à l'émission. On demande toujours avant de donner le cadeau à nos invités, c'est quoi leur meilleure anecdote de célibataire. Toi t'étais sa grosse brosse à Las Vegas. J'imagine t'as 2-3 anecdotes. Fait que qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de célibataire? 2007-2008, dans le camp des grosses années de party au UFC, on se fait amener à Las Vegas pour un gros événement. Puis dans ce temps-là, je me battais pas dans cette soirée-là. Puis c'était Silver Star qui nous avait amené là-bas. Silver Star, il fait des chandails pendant longtemps. C'est de la guinée, mais il vendait ça 90$. Tout le monde achetait ça. Ok. C'était ridicule. Fait qu'il garochait de l'argent. Puis monsieur, on arrive au Palms à Las Vegas. Palms qui est l'hôtel Playboy à Las Vegas. Puis on arrive au 18e étage. On arrive dans une suite qui est complètement irréelle, qui a beaucoup de célébrités là-bas. Fait que là, tu rentres, on est en juillet, il neige. Fait qu'on on rentre dans la chambre d'hôtel. Puis là, je me tourne, puis là, il y a Paris Hilton qui est là. Okay. T'as plein de monde qui sont là. T'as Jamie Foxx qui est là. Là, je suis what the fuck? Il y a un court, il y a un half court, un demi-terrain de basket qui est dans la suite de l'hôtel. C'est énorme. Tabarnak. Fait que là, Suite. ouais, Dans une chambre. exactement. Il y a un Ben, terrain là, de basket dans une chambre d'hôtel. Half court. C'est pas une chambre, là, c'est un appartement d'hôtel. Là, c'est pas la. Mais c'est pas un appartement non plus. Non, non, c'est une suite au Palms qui est pas la plus grosse, by the way. Fait que là, on commence à faire le party là, puis là, il y a plein de monde. Puis là, à un moment donné, la musique coupe. Puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Là, il y a DMX qui arrive. C'est sûr, on commence à faire un show. Là, je suis what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, finalement, là, tout ce party-là arrive. Là, on boit. Là, on est sur le party. Puis là, je me fais présenter Lindsay Lohan. Oh, Chris. Fait que là, on parle avec Lindsay Lohan, puis moi, je suis cassé. Là. Mais tu sais, moi, toutes mes chums sont de même, puis là, ils sont bien impressionnés de voir bien du monde. Moi, j'étais bien impressionné de voir Jamie Foxx, là, mais Lindsay, on m'en colle ça un peu. Puis Moi, Lindsay Lohan, je m'en colisse Mettons, à bien. ce moment-là, toi, ton anglais, comparé à Georges, il était correct. Même encore aujourd'hui, il est meilleur. Ok. Georges, il restait en 2007. Là, Non, lui, il est arrêté. Il a pogné son pic, ça, tout le monde le Il est sait. arrêté là. Tout le monde le Fait sait. que finalement, on a passé la soirée ensemble, puis on a joué. On a joué ensemble à la fin. Fait que c'est mon anecdote de superstar avec. Avec Lindsay Lohan. C'est pas là que ça a piqué sous ban, ça? Non, je pense pas- pas. Non, c'est Lindsay Vonn. Lindsay Vonn, c'est ça. Fait que c'est mon anecdote. Je pense que C'est quand même des plus hot qu'on a eu au podcast couché avec Lindsay Lohan, je pense. Ouais. C'était comment? Ok, c'était ça la fin de l'histoire. Ouais, c'était ça la fin de Ok, l'histoire. t'as bagné Lindsay Lohan. Mais là, Chris, lis entre les lignes. Bagné, mais on a joué assez juste pour avoir Je pensais que ça avait dit genre on a joué au Ben, je joue au basket. docteur. J'ai assez joué pour la connaître. Il s'est fait sucer par Lindsay. On clip ça, Denis. Ah, ok. J'étais comme, ben c'est juste ça, la fin de l'histoire, Non, de jouer au c'est basket ça. avec Lindsay Lohan. J'avais pas compris jouer. Non. Il jouait dans ce sens-là. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Puis tu sais, dans ces années-là, c'est complètement ridicule, là, pour vrai. Puis à un moment donné, ben, ça a fini parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il n'y avait jamais un retour d'argent sur qu'est-ce qu'ils investissaient, les compagnies de suppléments alimentaires, les compagnies de linge, des affaires dans le même. Fait qu'à un moment donné, ça a comme tout arrêté, mais on a eu une couple d'années assez le fun. C'est Ah, ça crazy. va être fucké, man. À Vegas. Mais c'est malade, là, imagine, t'es là. Ben, en tout cas, tu te mérites ton cadeau. J'espère que ça fait autant de bon job que Lindsay. Je peux pas garantir ça, mais. Ben, By the way, code BREAK15 si tu veux des jouets qui font la job. BREAK15, c'est 15% de rabais sur tous les produits en magasin CRS et compagnie.
What? J'ai donné cette affaire-là. Ben oui. La tornade. T'es habitué de se faire brasser. Ouais, c'est ça. Ça, c'est spécial. On l'a pas testé, celle-là. C'est comme un vagin en plastique. Tu mets ta graine là-dedans, toujours avec du lubrifiant, puis tu peux peser sur play. Mais lui, c'est ça, c'est que sa force, c'est Faut qu'il que tu spin. pèses longtemps, lui. Là, tu perds. Oh, Fait que lui, c'est yeah. ça qui fait de spécial. Il va te rub à Tu peux le le battre. tourner des deux bords. Tu peux le faire tourner de l'autre. Ouais, ça fait Bienvenue. On te souhaite bien du plaisir. Ben là, tu peux le brancher. Ben de l'agrément. Oh, il faut recharger ses batteries. Fait que si t'as envie d'aller t'acheter un tournant de mon coco chez erosetcompagnie.com, baby, party, let's fucking go. Party, les cheveux. Mettons, là, t'as vécu des gros crises de party comme te faire sucer par Lindsay Lohan. Là, aujourd'hui, là, qui est comme ça, ces parties-là, ça arrivera probablement plus à ce niveau-là. Est-ce que tu trouves que t'as profité de ces moments-là ou genre avec un step back, t'aurais plus profité de ces moments-là? Non, j'ai vraiment beaucoup profité de ça. Tu sais, moi, si j'étais un gars bien extrémiste dans la vie, c'est soit que je m'entraînais ou soit que je faisais le party. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr, ça arrivera plus à cause je suis plus dans cette business-là, mais aussi parce que j'ai une femme et 2 kids. On s'entend que ça calme les affaires. Je sais, mais pas dans le sens que genre. Hey, B, je me suis fait sucer par les yeux. Je l'ai rappelé hier. Tu fais ça de ton kid. Mais est-ce que genre pas dans le sens que que t'as fait le party ou pas, ça je te crois, tu t'es éclaté à la face, mais est-ce que genre dans ta tête tu le prenais trop pour acquis, t'étais comme là je suis hot, si je gagne mes combats dans l'UFC, je suis rendu à ce party là, mais je le prends pour acquis, ou t'étais vraiment dans l'appréciation puis tu profitais du moment? Ah, c'est dur parce que tu sais, 26-27 ans, t'es comme à l'apogée de ta popularité, puis dans la plus grosse organisation au monde, t'as tout ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, c'est dur de t'arrêter puis de dire OK, je l'apprécie, à un moment donné, ça va finir. Tu sais, tu penses que ça finira jamais. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu vis le moment, mais tu sais, j'ai vécu le moment présent à toutes les fois, mais tu sais, me dire, tu sais, m'arrêter et dire OK, c'est fucké, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ça va finir. J'étais pas dans cet état d'esprit-là. Non, c'est clair. C'était quoi ta plus grande difficulté pendant ta carrière, dans tout point de vue, mental, physique? Tu sais, tu devais avoir un démon? Non, pas vraiment. Tu sais, au début, c'était de gérer les gérants d'estrade. Là. Ça, ils me mettaient vraiment à crise. Là. Mais tu sais, à cette heure, ça a passé par-dessus. Puis, tu sais, comme je le dis, moi, c'était ma passion, ça. Fait que, tu sais, moi, je me levais le matin, même si j'avais mal à la tête, j'avais mal aux genoux, j'avais mal partout, j'allais au gym, j'étais content d'être là. Fait que, tu sais, ça a jamais été un struggle pour moi d'aller m'entraîner ou de faire une diète ou de quoi de même parce que quelqu'un me payait pour être en shape. Là, fait que, il y a des choses pires que ça dans la vie. Mm-hmm. Mais comme tu disais, t'étais comme un Steve Bégin, t'étais un travaillant, mais mettons pas Wayne Gretzky. Mais toi, une de tes forces aussi, c'est que t'es articulé, là, t'es bon pour t'exprimer, tout ça. C'est comment ça s'est fait le switch de devenir commentateur à RDS, de fighter à commentateur, c'est pas tout le monde. Là. Ben, en 2008, la première fois qu'ils sont venus à Montréal ici, c'était l'UFC 83 quand Georges il a été allé rechercher la ceinture à Matsera. Parce que Matsera l'avait knocké. Fait que là, le premier événement, il a fait ici à Montréal, puis il voulait avoir un broadcast francophone. Fait qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait francophone, qui était dans le business dans ce temps-là. Fait qu'ils m'ont demandé à moi, puis ils ont demandé à Jean-Paul, qui était un gars de télé dans ce temps-là, Jean-Paul Chartrand, qui on est encore ensemble, fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Puis ça a commencé à partir de là. Puis de 2008 à 2011, on en a fait à gauche, à droite. On voyageait beaucoup dans ce temps-là aussi. On voyageait surtout quand moi je me battais, quand Georges se battait. Puis toutes les shows au Canada aussi. Puis en 2011, quand TVA Sport est arrivé, ils ont acheté les droits. On est resté là pendant 3 ans. Puis après ça, il n'y avait plus d'argent. Fait que là, on est passé de l'autre bord à RDS. Puis tu sais, nous autres, on est employés du UFC. C'est pour ça qu'on suit la job. T'sais, si UFC s'en va à Canal Famille, ça va être nous autres encore aussi. Ok, tu travailles pour UFC, pas pour le diffuseur ici. Ouais, exact. Ok. Puis c'est-tu quelque chose que tu prévoyais quand t'avais ta carrière de fighter, de dire c'est quelque chose, c'est une avenue que je pourrais avoir, ou t'étais juste all-in d'un combat? Pas vraiment. C'était arrivé de même. J'avais fait une couple de gigs à la télé avant. Ça m'a toujours intéressé, mais faire ça pendant
15 ans de temps, puis c'est pas fini encore. Jamais j'aurais pensé que d'être longtemps à télé de même, parce que la longévité à télé. Là, mais c'est que c'est rare, c'est ça. Tu sais, j'ai vu David Lemieux, qui est un excellent boxeur québécois, puis tout mon respect pour David, il pourrait me knocker ben raide. Il est rendu commentateur, puis genre, j'ai écouté l'autre fois le gala de boxe, puis il y a de la misère un peu. Genre, je le sais qu'il connaît ça, la boxe, puis par rapport au sport, c'est une machine, il connaît ça, mais on dirait qu'il l'a pas en termes de commentateur. Genre, t'avais-tu un stress par rapport à ça? Ben, non, parce que au début, tout le monde part à quelque part. J'étais pas très bon moi non plus au début, là, mais je suis un passionné de ce sport-là quand je l'ai fait, puis je le suis encore, puis je l'étais avant aussi. Je pense que ça paraît. Quand on fait des shows live, je m'assois pas de la journée, de la soirée. Joe Rogan me regarde, il dit Chris, assis-toi, mais je suis pas capable de m'asseoir, surtout quand on est live. En studio, c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'expérience parce que c'est fret en l'ambiance, fait qu'il faut que tu te mettes dedans. Mais tu sais, j'étais allé prendre des cours de communication, je vais prendre des cours de diction aussi. À un moment donné, il faut que tu fasses ta part aussi. Là. Ça dépend si tu veux faire ça ou ben non, tu as juste 2-3 gigs. Là, mais si tu veux que le monde comprenne. La boxe, le monde connaisse déjà ça. Ils respectent déjà la boxe. Le MMA est encore tabou un petit peu. Moi, j'ai tout le temps la même chose, puis là, je vais peut-être en choquer une couple, là, mais. Tous les sports ont évolué et les partisans ont évolué avec eux autres. Mais les sports de combat, les partisans n'ont pas évolué tant que ça avec les sports de combat. T'sais. Mais il commence à en avoir des jeunes. Mon petit frère, là, il a pas encore l'âge pour bêter, là, mais il m'appelle tout le temps. Là, il a 16 ans, là, puis non, il est rendu à 17, mais il m'appelle puis il dit bête sur ça, mets 5$ sur ça. Puis tu sais, ça commence, puis le monde trippe avec les influenceurs, puis les UFC font tellement un meilleur job que la boxe. Ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu vas voir un gala, là, quoi de même, il y a encore des calls de maser les couilles, arracher la tête, ça va tout le temps rester parce que c'est quand même primitif là, ce sport-là. Les gars ils s'en vont là puis ils sortent d'un gala de MMA puis ils pensent qu'ils peuvent battre tout le monde. Là. Ils ont appris en une soirée comment se battre. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais ça s'en vient. Le monde sont plus éduqués un peu, fait que ça donne un peu plus de crédibilité au sport. T'sais. Là maintenant il est rendu avec beaucoup de keyboard warriors aussi. Là. Ah ben ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, mais tu sais. Les keyboard warriors, ils sont en train de manger des Doritos en écrivant des insultes. Ça me dérange pas bien. Puis ils savent tout où ce qu'on s'entraîne anyway. Fait que s'ils veulent vraiment voir, ben ils sont déjà au venir au gym. Mm-hmm. Puis genre, quand t'as pris ta retraite des combats, c'était-tu quelque chose, genre c'était-tu prévu pour toi ou c'est comme tu t'es fait dire que là c'était fini quand la retraite est arrivée? Puis après la transition, est-ce que justement, tu sais, Marianne Saint-Jean nous disait qu'elle, ça avait été vraiment tough puis qu'elle a quasiment fait une dépression parce qu'elle se cherchait en tant que personne. T'as-tu vécu ça un peu? Non, ben j'étais prêt à prendre ma retraite. J'avais préparé mon après-carrière. Puis le dernier combat, je savais que c'était le dernier. Fait que moi, j'ai été un privilégié de pouvoir sacrer mon cas sur mes propres termes, mais pas parce que j'étais plus compétitif, c'est juste parce que j'étais tanné. Ça faisait 15 ans que je faisais ça. J'ai tout fait dans ce sport-là. Tout ce qui existe, à part de devenir champion, je l'ai tout fait. Là. Fait que quand j'ai pris ma retraite, c'était le moment pour moi de m'en aller avant de me faire mal pour vrai. Je m'étais fait jamais knocker, mais je me suis fait faire plier les genoux dans mes 2 derniers combats. Fait que je me disais, OK, si j'avais pogné un gros cogneur, ça se peut que j'aurais knocké. Puis c'est pas parce que mon menton était moins bon, c'est juste parce que des coups, je les voyais plus venir. Ça m'a donné du ralenti avec le temps. Puis en 2009, vu que moi j'étais dans l'armée en 2009, le gouvernement du Canada fait tout le temps un Team Canada. Puis il envoie des personnalités sportives et culturelles en Afghanistan aller supporter les troupes là-bas. Puis moi, j'étais allé là-bas, puis j'étais avec des joueurs canadiens, puis Patrice Brisebois, c'est lui qui m'a donné le meilleur conseil de ma vie. Il a dit, tu sais, t'as bien beau avoir 40-50 millions dans ton compte de banque, si t'es pas prêt à prendre ta retraite, c'est sûr, tout va chier. Tu vas tomber en dépression, tu vas devenir alcoolique, whatever. Fait que prépare-toi quelque chose après. Puis moi, en étant commentateur, j'ai tout le temps resté raccroché à ce sport-là, c'est sûr, ça m'a aidé. Mais il reste que depuis qu'il m'avait dit ça en 2009, je me dis OK, là j'avais comme allumé, je me dis OK, ça m'a donné, ça va finir. Fait qu'à partir de là, je commençais à préparer mon après-carrière. C'est ça, puis ta retraite, c'est jeune, là? C'est pas comme la moyenne des gens où c'était à 60, 67, tout ce que t'es. La moyenne des gens, ça tape pas sa gueule non plus. C'est ça, toute ta carrière, elle t'a rentré 2-3 fois plus dans le corps qu'un autre, c'est sûr. J'ai fait 15 ans quand même, 12 ans au UFC, c'est une très très longue carrière. Ouais, tu te n'avais assez, j'imagine. Aujourd'hui, Combien de combats total? 37, je pense. Ouais. Ouais, fait que, tu sais, c'est beaucoup de combats, tu sais.
Puis, tu sais, veux pas, nous autres, on est bien généreux, là, on aime ça donner plus que recevoir, là. Sauf que, tu sais, j'en ai reçu aussi des coups, là, à un moment donné. Ouais, ben oui, ça fait du sens. Parce que dans le fond, Marianne Saint-Gelais, elle faisait du patinage de vitesse, fait qu'à un moment donné, tes performances ralentissent, puis ça fait chier parce que tu voudrais continuer. Mais toi, tu mangeais tout le temps des coups de poing sur la gueule, là. J'imagine, à un moment donné, t'es comme, ben Chris, ça fait 15 ans, là. Je pourrais juste commenter, puis. Ben ouais, puis à la fin, les 2 dernières années là, que je me battais, je faisais même plus sparring au gym, là. Je faisais des répétitions, je faisais des pages, je m'entraînais. Non, parce que j'avais plus besoin. Ça fait 13 ans là, que je me bats. Là. Je sais c'est quoi ça, un coin sur la tête. Là, fait que les 2 dernières années, je faisais même plus de sparring quasiment. Fait que c'était ça aussi. Ça m'a donné, tu deviens plus intelligent. Et quand on a commencé en 2004, on faisait du sparring 4-5 fois par semaine. On sortait de là, on avait mal à la tête. Là, tu vas dire, vous étiez bien cabochon. Ouais, mais on connaissait pas rien d'autre. On savait pas vraiment comment s'entraîner. Toute une évolution dans chaque sport. Ouais. Puis c'est quoi ton après-carrière? C'était des business en quoi? Des business en nutrition sportive. Plus je travaille dans les médias énormément aussi. Je fais beaucoup de conférences aussi. Moi, j'ai écrit 2 livres, dont un qui s'appelle Tout est possible, qui est un livre sur la motivation et la résilience. Puis ça, je me base là-dessus pour faire mes conférences à travers le Québec. J'en fais une 20aine de conférences à travers le Québec, soit dans les écoles ou dans les corporatifs, des business, des affaires de même. Puis je suis acteur aussi aujourd'hui. Je suis retourné à l'école il y a 4 ans. Je suis retourné à l'école pour apprendre ce métier-là. À quel âge? Hein? À quel âge tu es retourné à l'école? Je suis retourné à l'école il y a 4 ans. Fait que vers 30... non, attends, j'ai quel âge? Okay. C'est vers 38. 38, ok. Ouais, je suis retourné à l'école, qui est une école vraiment juste de ça, les ateliers Fichot. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de workshops. Fait que là, tu sais, je joue dans des affaires que vous avez sûrement pas vues, genre dans l'échappée, des affaires de même. Après ça, c'était le rendement de ma tante, mais c'est comme ça ici. Mais c'est super le fun, c'est une autre passion que j'ai, puis ça développe, c'est super le fun. Puis, Fait que t'étais aussi né pour le show. Pas comme McGregor autant, mais tu sais, d'être de battre devant ce monde-là, après ça, d'aller à la TV, à RDS. Tu sais, t'étais déjà à RDS, fait que t'avais déjà ton moment de calme. Ouais. Puis t'as quand même décidé d'aller dans un roman de Télématin. Chez Télématin. Télématin. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est tout le temps quelque chose qui m'a interpellé un peu. Puis, tu sais, mon premier combat amateur, j'ai fait ça au scratch à Laval. C'est en 99. Puis, je me suis fait traverser, là. Mais tu sais, je lui donnais un show pareil. Je parlais à la foule, mais j'étais mauvais. Je me suis fait traverser. Puis, je suis tombé en amour avec le sport aussi, dans ce temps-là. Puis, avec l'adrénaline, puis le spectacle que ça donnait aussi. Fait que, tu sais, ça a toujours été je pense que ça a toujours fait partie de moi. C'était qui ton idole? Tu sais, il y en avait pas ben des combattants de UFC dans ce temps-là. C'est qui tu regardais puis que tu essayais de un peu émuler sa carrière? Tito Ortiz, qui était mon idole à moi, que je me suis battu contre le C50, mon premier combat au UFC. Ouais. Hey, j'avais appelé mon chien Tito 1 an et demi avant que je me batte avec. Il était sur mon screensaver d'ordinateur. Trois fois que j'ouvrais l'ordinateur, c'était lui qui était là. Ah, ouais. Puis maintenant, j'ouvrais les yeux, il était au bord de la cage, puis il voulait m'arracher la tête. C'est fucké, tu sais. Tu t'es-tu fait traverser à ton premier combat par Tito Ortiz? J'aurais dû. C'est tout le monde C'est ça qui l'indécision, pensé. Ouais. Puis en 30 secondes, j'allais knocker. Puis là, il s'est relevé. Après ça, il m'a amené à terre. Puis là, j'ai reçu à peu près 300 coups de coude dans la face dans ce combat-là. Mais j'étais pas supposé d'être là. J'avais accepté le combat à 4 jours d'avis. Puis tout le monde se demandait j'étais qui. Je venais du Québec. French Canadian en plus dans ce temps-là. En 2004, là, les Américains, ils aimaient pas bien. Hein. Fait que t'arrivais là. Puis tout le monde pensait que j'allais me faire traverser en dedans d'une minute. Puis finalement, je suis perdu par décision, mais je suis resté là jusqu'à la fin. Puis ça a été la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Perdre ce combat-là, mais gagner la soirée. Tout le monde parlait de moi après ce combat-là. C'est qui lui? Comment ça se fait que Tito l'a pas défoncé? Parce que c'était le poster boy du UFC, c'était l'ancien champion du monde aussi. C'est-tu le main event de la soirée? Ouais. OK. Ouais. Georges était sous ma sous-carte. C'est vrai? Ouais, ça allait bien tes affaires. C'est Georges. Mais en parlant de French Canadian, c'est comment d'être un French Canadian dans une aussi grosse business américaine? T'es vu comment? Tu te sens comment de l'intérieur? Ben, maintenant, tu te sens bien, mais quand nous autres, on est C'est arrivés, ça, avant que Georges dévierge la voix du French Canadian. Exact. Ben, by the way, c'est David Loiseau, le premier Québécois qui s'est battu au UFC. Hey, lui, je l'ai déjà vu en combat d'un premier qui avait fait un coup de pied en 13 secondes. Ouais, dans ce cas, genre, ça commence, paf, le gars est à terre, puis c'est un esti grand athlète, là. C'est lui en 2003, le premier Québécois est allé à l'UFC. Après ça, en 2004, c'est Georges puis moi, on est allé. Puis quand Georges s'est battu contre Matthews a dit « Si je perds contre un Canadien, je me suicide ». C'est de même qu'on était perçus, nous autres, les French Canadiens, quand on est arrivés. Puis quand on s'est battu à l'UFC 50, lui s'est battu contre
Matthews, puis moi, je me suis battu contre Tito Ortiz. Cette soirée-là, John McCarthy est venu dans notre vestiaire avant pour nous expliquer les règlements, il dire si on avait bien compris. Puis il dit, by the way, les gars, si les deux vous gagnez, on crisse notre camp le plus vite possible parce que ça va être le bordel, ça, après. Finalement, on a perdu les deux. Fait que ça a bien été. JSP a perdu son premier combat dans l'UFC. Non, c'est pas son premier, mais c'est le premier combat contre Matthews, c'est pour le championnat du monde. Je pense que c'était son 3e combat au UFC. Puis là, il a perdu, il s'est fait passer une clé de bras, mais après ça, il l'a repété 2 autres fois après. Oh, yeah. Puis Matthew, il s'est pas suicidé, tout est beau. Non, tout est beau. Bon, fait que ça, c'est cool. Tu penses, t'avais-tu une question? Ouais. Vas-y. Tu vois ça comment, Georges Saint-Pierre qui entraîne Elon Musk? C'est vrai de ça, j'allais dire. Ah, mais tu sais, Georges, faut que tu comprennes, c'est un personnage, là. Il a des idées bien arrêtées sur bien des affaires. Tu sais, il croit beaucoup aux extraterrestres, il croit beaucoup aux aliens. Il est dur comme fer. Il est fantastique, Georges, pour vrai. Là. Fait que, tu sais, j'étais pas trop surpris qu'il soit un fan d'Elon Musk, moi, te le dire. Tu sais, puis je trouve que c'est un coup de pub extraordinaire, pour vrai, là. C'est fantastique. Comment que c'est ramassé là, ça n'a aucun bon sens. À cause d'un tweet, c'est ramassé là, puis crème, ça a fait le tour du monde. Puis là, tu sais, je dis, au niveau marketing, il n'y a rien de mieux que ça, là. On s'entend. Mais ils se battront pas, Musk contre Zuck. Ça va finir sur la lune, ça, ce combat-là. Check bien ça va être un combat dans le Metaverse. Ça serait bon. C'est un combat dans le Metaverse. Zuck, il est en shape, là. J'ai vu une photo sur ça. Il est avec Volkanovski puis Adesanya, là. Lui, tout, il est bien coaché. Ouais, lui, tout, ça va d'après moi. Il fait du jiu-jitsu depuis longtemps. Là. Il a fait une compétition il y a 2 mois en Jiu, puis il a gagné. Fait que Musk a aucune chance. Puis Musk a genre 50 ans. Il est 4-5 pouces de plus. C'est un gros bonhomme. 50 ans. Ouais, mais il arrivera pas, le combat. Puis il y a une shape de peine de lait bien pire que folle. Oui, mais non, mais c'est ça, il arrivera pas, là, c'est juste... Il s'entraîne. C'est vrai. Ben, je pense pas, moi non plus, ça va arriver. Ça va arriver où? Même si, dans le Metaverse. Même si ouais, ça se peut aussi. Même si Dana White met des t-shirts, il aimerait bien ça faire ce combat-là. Je dis, c'est ridicule. Je sais même pas si ça va venir une régie qui va dire oui à ça. S'ils le font, ils vont le faire sur leurs propres règles, dans un île ou je sais pas trop quoi, quelque part. Puis... En Arabie Saoudite. En Arabie ou Yasser, à Abu Dhabi, parce que tout est permis. Si t'avais organisé un combat qui a pas eu lieu, là, ça serait qui les deux fighters? Ce serait quoi le match-up? Ben, moi je pense que les 2 combats que tout le monde a toujours voulu voir, c'est Georges qui les a pas eu. Georges contre Anderson Silva puis Georges contre Khabib. C'est les 2 combats pour moi parce que normalement les UFC sont bons pour faire les combats qu'on veut voir. Ça, c'est leur grande force comparativement à la boxe. Ils font les combats que les fans veulent voir, puis c'est un spectacle, puis c'est ça qu'ils font. Mais ça, c'est une question d'argent déjà là. C'est une question de beaucoup, beaucoup de sous. C'est une question aussi que Anderson Silva contre Georges, c'est une question d'argent. L'autre, Khabib. Contre Khabib, c'était une question que il voulait signer Georges pour plus qu'un combat. Georges ne voulait rien savoir. Puis il dit, moi, si je m'en vais là, je descends à 155, je gagne, puis je chaque mon camp. Fait que là, le titre redevient vacant. Puis là, Khabib se rebat pour le titre. Admettons que Khabib perd, et puis ça faisait pas de sens pour lui. C'était trop dangereux pour l'image de la business. C'est plus pour ça que ça n'a pas eu lieu. Tu t'en penses quoi de Ngannou contre Jones? C'est ça que j'allais dire. Ngannou contre Jones, ça aurait été fire. Je pense que Jones aurait gagné. Honnêtement, techniquement, il est largement supérieur. Mais tu sais, s'il y a bien une affaire que tu veux pas recevoir dans la vie, c'est un uppercut d'Ngannou. Ça n'a aucun bon sens. Je sais pas si vous avez vu l'uppercut qu'il avait donné à Overeem. Honnêtement, tu vois vraiment comment que le corps est élastique là, dans ce combat-là. La tête, il a rallongé d'à peu près un pied. Là. C'est violent, ça n'a aucun bon sens. C'est cap. Ça n'a pas d'allure. C'est cap, ça. Penses-tu que c'est un bon move qu'il a fait, lui, de quitter la UFC? Ben, pendant longtemps, on a dit non, mais là... le combat contre Tyson Fury va se faire. Ok, c'est annoncé, ça, je savais pas. Ça a été annulé. Ça a été annoncé avant hier. Ok. Tyson Fury en Arabie Saoudite. Ouais. C'est officiel, ça a été annoncé officiellement. Ouais. Je savais que c'est in the works, ça allait être annoncé bientôt, mais c'est tard. Mais honnêtement, si Fury a moindrement un peu de misère dans ce combat-là, c'est arrangé. Ça n'a pas de sens, hein? Fury, c'est le meilleur heavyweight, c'est le plus mobile, le plus technique. Il ne serait pas supposé de se faire toucher par Ngannou. Non, c'est ça. Il est quand même plus grand, là. Ouais, il est 6 pieds 7. Il est 6 pieds 9. Puis Ngannou, c'est 4, je pense. Ouais, il est 6 4, 6 5. Là. Mais tu sais, au niveau technique, Ngannou, je veux bien croire qu'il passe à un cheval, là, mais faut qu'il touche au cheval.
Fait que ça, en tout cas, on verra bien. Mais moi, je suis juste content pour lui parce que il a tenu son bout. Il est parti, pas pour une question d'argent, il est parti pour une question de conditions de travail. Puis là, tout le monde dit ça n'a pas de bon sens, regarde, tu parais pas bien, ça paraît pas bien. Puis là, ce combat-là arrive, il va faire une dizaine de millions. Puis good for him, son avenir est assuré. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire avec la UFC, c'est que si t'es pas un hostie de gros nom comme Ngannou, t'as pas le choix d'adhérer à leurs règles parce qu'ils ont le monopole. Ouais, tu sais, comme tu dis tantôt, compagnie. Bellator, personne ne sait c'est quoi. Là. Tout le monde s'en sac un peu de ça. Là. Tandis que UFC, après ça, tu te fais un nom, puis maintenant, de nos jours, tu peux faire du cash avec ton nom. Non, ben c'est ça. Mais même si tu dis, hey, je me bats au premier combat de la sous-carte au UFC, il n'y a pas un chat dans la foule, t'es un UFC fighter pareil. Fait que, Ouais, c'est ça, t'as le ces nom trois qu'il lettres-là, avait. comme je te dirais, c'est rough, mais t'as raison aussi. C'est que si t'es pas content, mais il va dire, c'est avec ton camp. c'est Il y en a à peu près 20 qui veulent prendre ta place en arrière. Mais tu sais, vous gagnez déjà pas tant d'argent, mais ça coûte combien? Genre, les coachs, la préparation, tout autour, ça doit être une fortune. Ben oui, ça coûte cher parce que maintenant, tu sais, les combattants sont entourés de beaucoup de spécialistes. Tu as un nutritionniste, un physio, Médecin. un masso, t'as des médecins, mais tu sais, souvent, ils viennent des amis, puis tu peux toujours t'arranger avec eux autres. Ton gérant qui va te coûter à peu près entre 8 et 10% de la bourse. Ton équipe, que dépendamment comment ça marche, il y en a qui vont prendre un pourcentage de ta bourse, ou sinon, il y en a qui te font payer par mois. Ça arrive très rarement quand c'est des combattants professionnels. Puis là, tu as les taxes à payer. Fait que, tu sais, t'entraîner comme tel, c'est sûr que c'est pas. Ça coûte cher, tu sais. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, est-ce que tu es vraiment over si t'es pas une grande vedette, comme tu le disais? Pas tant que ça, tu sais. Puis surtout aujourd'hui, avec les commanditaires, tu peux pas avoir tes propres commanditaires dans l'octogone. En plus, c'est ça. Fait que là, t'es pogné avec Venom, qui est sur une échelle salariale sur le nombre de combats que t'as fait. Tu sais, avant, là, on était beurrés, là. On était beurrés de commanditaires. On avait aussi une banderole en arrière, qu'on mettait nos commanditaires là-dessus. Tu sais, on sortait je sais pas, moi, on sortait entre 70 et 180 000 piastres de commanditaires par combat. Tu sais, ça, c'était cool. Sauf que là, ils ont coupé ça. Fait que ça, là, ça fait mal. Ça a fait mal quand même aux combattants. Est-ce qu'il y a encore des bons prospects québécois? Est-ce que tu vois quelqu'un au Québec qui aurait une chance d'avoir la ceinture dans la UFC, mettons, dans 5 à 10 prochaines années? Ouais, peut-être dans 5 ans, peut-être. Là, à court terme, non. Je pense que lui qui est le plus proche du top 15 mondial présentement, c'est Marc-André Barriault. Parce qu'il a battu Eric Anders à son dernier combat. Je pense que lui est plus proche. Il y a Charles Jourdain qui est très bon aussi, qu'on commence à le connaître beaucoup ici. Sauf qu'il y a une fiche de 5-5-1 ou 5-5-2. Il a perdu ses 2 ou 3 derniers. Non, là, il a gagné son dernier contre Cron Gracie, mais il avait perdu ses 2 derniers combats avant. Fait que, tu sais, mais lui, c'est un combattant qui est ultra spectaculaire. Il va pour le show, show. Ça dépend quelle sorte de carrière que tu vas avoir aussi. Il est quand même populaire. Les Américains, ils aiment bien Jordan, Ouais. Air Jordan. Ben, là, ils l'UFC l'aiment aime bien. beaucoup Jordan aussi. Là, Ouais, parce qu'il vraiment. donne tout le temps un spectacle. Puis ils disent tout le temps la même chose. Ils disent, pour voir, on s'en torche que tu gagnes, que tu perdes. Là. L'important, c'est que tu nous donnes un spectacle. Chandler. Ouais, L'UFC, c'est pas du sport. Là. C'est une compagnie événementielle. Fait que les autres, ils veulent juste mettre un bon spectacle. Puis, tu sais, c'est what it is, là. Mais, tu sais, c'est ça. Ouais, ça arrive. Tu sais, j'écoute pas tant ça ils m'ont initié à ça. Puis on écoutait des UFC où c'est Chris Manès. Puis d'autres fois, ils se touchent pas. Puis ils tournent en rond. C'est comme, calisse, c'est plate Ben, en tu vois, esti. le pire combat ever, c'est Francis Ngannou qui l'a fait contre Derek Lewis. C'était le main event, 25 minutes à tourner en rond. À tourner en rond, là. Ils se ça, sont pas c'était touchés. calme. là. On l'avait écouté, ça fait pas tant long. Ah, c'était Ben, ça fait quand même un petit bout, là, mais je te dis, man, là, c'était comme. Puis, tu sais, tu regardes ça chez vous, tu trouves ça long, mais le décrire, c'est long à ta barre. Hey, Ben, c'est là, maintenant, là, tu sais plus quoi dire. T'es rendu parler de la cousine de l'autre qui est rentrée en prison. Honnêtement, on invente des affaires. Là, parce qu'à un moment donné, ça fait 20 minutes qu'il tourne en rond. On a tout fait de nos on passe J'ai plus de heures. notes, là. Ouais, là, on n'a plus rien à faire. Là, puis moi, j'ai un mentor à côté de moi, Jean-Paul, qui peut faire 30 minutes de. S'il passe la POC, il va patiner pendant 30 minutes, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. Comme tout le monde, tu regardes ça, tu dis, OK, bon, on va partir sur d'autres choses. Est-ce que tu as le droit de dire que le combat est mauvais ou tu as comme des limites à respecter? Non, on n'a pas de limite. Quand le combat est mauvais, nous autres, puis, on est employés justement du UFC. Fait que, les autres n'écoutent pas vraiment le broadcast en francophone, mais on a vraiment un bon reach, ce qui fait qu'ils adorent, adorent notre travail. Mais quand le combat est plate, là, on ne se gêne pas pour dire ça. On n'a pas à protéger la compagnie. C'est sûr que je m'en vais, je dis, hey, l'UFC, c'est des fraudeurs. C'est sûr, je ne dirais pas ça. Mais en tant que
combattants, je regarde le spectacle là, si les deux combattants ils sont pourris, ben je me gênerais pas pour le dire. Un bon combat qui joue sur RDS, une bonne card, là. Est-ce que tu as le droit de dire c'est combien de pay-per-view? Ben, pas de pay-per-views, mais il y a combien de codes d'écoute au Québec? C'est rare qu'ils nous donnent les chiffres. Ils sont bien frileux là-dessus. La plus grosse sur RDS2 qu'on a eu, c'est 90 000. 90 000, quand même, qui est quand même beaucoup. C'est quand moi, je me suis battu à Ottawa. Mais on est tout le temps en moyenne entre 35 et 45 000 à peu près. Mais si tu regardes ça... Qui écoute en direct en même temps. Qui écoute, exactement. C'est les codes d'écoute. Mais si tu regardes ça, on est à RDS2. De 1. De 2, c'est pas un sport qui est très qui est pour tout le monde. Puis si tu regardes le ratio de personnes au Québec qui écoutent ça, on est plus populaire que ceux qui l'écoutent aux États-Unis. OK. En proportion, il y a plus de monde, il y a plus de Québécois qui sont fans de UFC qu'aux States. C'est intéressant. Qui écoutent le UFC. Fait que, tu sais, UFC attire, mettons, ils vont vendre aux États-Unis, ils vont vendre 1,2 million, mettons, les plus gros pay-per-view. On s'entend qu'ils sont 350 millions. Là. Fait que tu fais le ratio, c'est pas énorme. Là. Fait que, ouais, non, j'avoue. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on n'est pas tant, genre, derrière nos fans, comme... Je sais que, mettons, il y a Barrio, il y a Jourdain qui va se battre, puis je vais faire une story, puis je veux les encourager, mais il y a personne... Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui encouragent nos combattants québécois, mais pourtant, c'est quand même populaire, là. Ouais, mais ça, c'est comme le Canadien ici. Là. Le monde n'aime pas le hockey, il aime le Canadien. Puis quand Georges a pris leur retraite, on dirait que l'UFC est mort ici avec Georges. Tu sais, Georges, ici à Montréal, là, c'est sa ville, c'est son monde. Tu sais, moi, je m'en vais au Canada anglais, je m'en vais aux États-Unis. Je suis bien plus populaire, je me fais bien plus arrêter qu'ici à Montréal. Mais tu sais, c'est normal. Georges, c'est un icône. T'sais. Fait que quand Georges a pris sa retraite, ça a comme fait, OK, ça a comme la roue a comme arrêté. Puis en plus, il n'y a pas eu de show ici au Québec pendant des années parce que le TKO a fermé. Puis là, Samouraï recommence là, tranquillement, de redonner de la vitrine aux combattants québécois puis d'essayer de repartir la machine ici à Montréal. Mais c'est pas évident. T'sais. Fait que quand Georges a pris sa retraite, il n'y a plus de combat ici à Montréal. Puis là, ça a comme tout fait boule de neige. Fait que là, le monde se sont comme, je sais pas, pas désintéressés, mais... Le monde regardait les combats, pas tout le temps pour voir des combats, pour voir Georges aussi performer. Ouais, c'est comme Superman. Tu sais, Olivier Aubin-Mercier, là, il est en train de tout péter dans la PFL. Là. Ouais. Tout péter, là. Puis honnêtement, pas beaucoup de monde le connaît ici. Là, c'est fou. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu une belle opportunité, une belle vitrine. Il est allé là, tout le monde en parle. Peut-être pas fait l'entrevue du siècle, mais quand même, il y a eu une belle vitrine, il y a une belle visibilité. Puis après ça, c'est comme mort dans l'œuf. Je sais pas si c'est de la faute à qui. Si lui veut pas plus d'attention ou si c'est la mauvaise gérance de ses gérants, mais ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie aussi. Si tu veux être plus effacé. Olivier, c'est pas un gars qui est très flamboyant. C'est un gars qui est gêné, il fait ses petites affaires. Fait que, mais t'as raison, au PFL, qui est pas tout le monde qui connaît ça, mais il a gagné, l'année passée, il a gagné le tournoi, et il a gagné 1 million, puis cette année, il est en demi-finale. Là. Que, ça va bien ses affaires, puis il n'y a pas eu une grande carrière au UFC. C'est peut-être pour ça aussi. Le monde dit c'est pas pour UFC, il s'en va ailleurs, c'est moins bon. Ouais, aller moins bon, Moutou, pour gagner 1 million. Exact, il fait plus de cash. Moi, je trouve ça fucking bon comme peut-être. J'aime ça, la UFC, c'est malade. C'est notre premier podcast qu'on parle de UFC. Bon, ben, alright, la gang. Fait que c'est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était vraiment le fun, by the way, de te recevoir, Pat. T'es notre premier fighter, comme Jay a dit. Puis c'est crissement intéressant. On dirait que j'ai encore plein de questions. By the way, justement, plein de questions. On continue sur Patreon. Fait que vous pouvez venir nous suivre. On fait tirer 250$ à toutes les semaines. C'est avec le forfait Les Vacances du King. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans la description. Party Let's Fucking Go. Merci à Eros et compagnie. Break 15 si t'as envie d'être acheté la même tournade que mon bon chum Pat Côté, si t'as envie de te l'enfler. Pat, où c'est qu'on peut te rejoindre? Tes livres, let's go. On t'écoute, mon loup. Alright, mon deuxième livre qui s'appelle Dans l'Octogone, c'est tout dans la librairie à Chambaud sur le net. C'est une encyclopédie sur vraiment les arts martiaux mix. Puis il y a des expériences personnelles là-dedans aussi. Je parle du respect des combattants, je parle de tout ce qui se passe, je parle de la déshydratation. Fait que, tu sais, c'est bien cool. Fait que Dans l'Octogone, aux éditions de l'Homme. Sinon, sur mes réseaux sociaux, Pat Côté MMA, c'est pas très original, mais ça l'est. C'est ça. Fait que Pat Côté MMA sur Instagram. Yes. Ça ressemble un peu à Bisping, man. C'est juste fait dire quand j'ai mes deux yeux, par exemple. Moi, je trouve que tu ressembles à... Si t'enlèves l'oreille de profil, tu ressembles à Marc Dupré. Tabarnak, vous m'aidez pas. Il y a quelque chose. Sur ça, on s'en va sur Patreon, mes chums. Peace! Prends un break.
prends un break toute l'année.